Depuis cette nuit-là, plus personne dans l'équipe n'a voulu retourner à cette adresse, même pour un simple contrôle. C'était une nuit d'été tardive, chaude et sans vent. Nous répondions à un appel dans une zone rurale perdue au milieu de collines et de champs. Mon coéquipier conduisait lentement sur une route étroite à deux voies qui serpentaient à travers la campagne. Il n'y avait aucune lumière, à part celle des phares et le reflet pâle de la lune. Alors qu'on approchait d'un virage serré sur la droite, j'ai remarqué quelque chose bouger dans le champ, à la lisière d'un bosquet. Une silhouette traversait l'herbe à toute allure. Elle avançait d'un mouvement fluide, rapide, sans le moindre balancement, comme si elle glissait sur le sol. Pendant un instant, j'ai cru que c'était un type du coin à vélo, mais il n'y avait aucun bruit de chaîne, aucune secousse, rien. L'homme s'est arrêté près d'un arbre, juste au moment où nous passions à sa hauteur. En tournant la tête, j'ai vu clairement une silhouette debout, immobile, sans vélo, sans lampe, sans rien d'autre autour. Il regardait droit vers notre véhicule. Son visage n'exprimait rien, il semblait simplement observer, comme s'il nous attendait. Un frisson m'a traversé le dos. J'ai jeté un regard à mon partenaire, mais il fixait déjà la route, tendue. Nous avons continué jusqu'à notre destination sans dire un mot. Après quelques secondes, j'ai brisé le silence et demandé s'il avait vu cet homme près de l'arbre. Il a hoché la tête, les yeux fixés sur l'horizon, avant de murmurer. J'ai cru que je devenais fou. C'est réellement arrivé l'autre nuit. Je faisais un entraînement nocturne avec mon chien policier dans un ancien sanatorium-hôpital abandonné appartenant à l'État. Le bâtiment se compose d'une ancienne aile, aujourd'hui en grande partie transformée en bureau, et d'une section plus récente qui ressemble à un hôpital moderne. Ce soir-là, plusieurs agents s'entraînaient avec leurs chiens. Quand ils ne sont pas en exercice, les chiens restent dans leurs véhicules respectifs. L'entraînement principal se déroulait au sous-sol de la partie récente. Les équipes simulaient des interventions où le chien devait rechercher un suspect caché dans le bâtiment, le trouver, puis le mordre, le suspect étant bien sûr un collègue portant une combinaison de protection. Mon chien n'en était pas encore à ce stade de formation, alors je suis monté à un autre étage avec mon instructeur principal pour un autre type d'exercice. Nous sommes allés au 3e étage, lui, moi et mon chien. L'étage était organisé autour d'un poste central d'infirmière, avec plusieurs longs couloirs partant de ce point. Je me tenais dans l'un de ces couloirs, mon chien assis à mes côtés, face au poste. Derrière moi, le couloir continuait sur une 40aine de mètres avec de nombreuses chambres de chaque côté. J'ai fait asseoir mon chien et je l'ai fait rester immobile, pendant que j'écoutais les consignes de l'instructeur. Mon chien et moi étions concentrés sur lui lorsqu'il a soudain tourné la tête vers le couloir derrière moi. Au même instant, j'ai entendu une voix masculine grave, marmonnant quelque chose juste derrière moi. J'ai interrompu mon instructeur et me suis tourné pour écouter, mais à mesure que je tournais la tête, la voix s'est estompée jusqu'à disparaître. Quand le silence est revenu, mon chien s'est à nouveau tourné vers l'avant, comme si de rien n'était. J'étais franchement secoué. Le bâtiment était fermé de manière sécurisée, et nous avions fait une inspection complète pour vérifier qu'aucun squatteur ne s'y trouvait. Et même si quelqu'un s'était caché, il aurait forcément réagi en m'entendant répéter à haute voix « Police K9. Sortez maintenant ou signalez-vous. Sinon, je lâche le chien et il mordra, de quoi faire fuir n'importe qui de lucide. » Je crois aux fantômes, mais je ne pense pas avoir entendu la voix d'un collègue à un autre étage. Ils étaient 4 niveaux plus bas, et l'hôpital est immense. Après l'incident, j'ai fouillé le couloir, les chambres, tout l'étage. Je n'ai rien trouvé. Ce n'est peut-être pas l'histoire la plus spectaculaire que j'ai vécue, mais cette voix dans ce bâtiment vide m'a glacé le sang. Mon partenaire et moi avions été envoyés pour un contrôle de bien-être. Un vieil homme que plus personne n'avait vu depuis plusieurs jours. Sa boîte aux lettres débordait, sa voiture n'avait pas bougé, il avait manqué un rendez-vous médical. On savait tous les deux ce qu'on allait trouver avant même d'arriver. La maison était silencieuse, les volets à moitié fermés.
On a frappé plusieurs fois sans réponse. En jetant un œil par la fenêtre du salon, j'ai aperçu un pied sur le sol. Mon partenaire, un caporal, a pris son ton d'autorité et m'a dit d'entrer le premier. La porte n'était pas verrouillée. Dès qu'on l'a poussée, une odeur nous a pris à la gorge, celle d'un corps en décomposition, mais encore récente. Étrangement, j'ai ressenti une forme de soulagement. On allait simplement constater le décès, remplir le rapport et repartir. On est entré prudemment. L'homme était allongé sur le dos, la peau marbrée, la bouche entr'ouverte avec des traces sèches autour. Mon partenaire m'a ordonné de vérifier les signes vitaux. En m'approchant, j'étais certain qu'il était mort. Le visage cireux, les vêtements collés à la peau. J'ai posé 2 doigts sur son cou, prêt à confirmer ce qu'on savait déjà. C'est à ce moment-là qu'il a inspiré bruyamment. Son torse s'est soulevé, ses yeux se sont ouverts, il s'est tourné vers moi et a articulé d'une voix râpeuse « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Je n'ai pas réfléchi. Mon partenaire et moi avons hurlé en même temps et couru dehors, chacun essayant de dépasser l'autre. On s'est arrêté dans l'allée, essoufflé, incapable de croire ce qu'on venait de voir. On a appelé les secours. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à obtenir de tension ni de pouls clairs. Ils l'ont transporté à l'hôpital, mais d'après ce qu'on a su plus tard, il est mort pour de bon 1 semaine après. Depuis, à chaque fois qu'on croise un collègue, on me lance un sourire moqueur et un petit « Alors, t'as ressuscité quelqu'un d'autre récemment ?» Avant que mon père ne devienne policier d'État, il travaillait comme agent de sécurité dans une grande usine. Ce n'est pas quelqu'un de superstitieux, alors quand il m'a raconté cette histoire avec un ton aussi sérieux, ça m'a vraiment glacé le sang. Il a toujours dit « Je ne joue pas avec ce genre de choses quand il s'agit de phénomènes surnaturels. » L'histoire se passe au début des années 1980. À cette époque, il travaillait toujours de nuit. C'était juste lui, seul, dans cette immense usine plongée dans le noir. Il avait une petite pièce rien qu'à lui, où il pouvait regarder la télévision, écouter la radio, bref, passer le temps entre 2 rondes. Le reste du bâtiment était éteint, hormis les sorties. Son travail consistait à faire le tour complet de l'usine toutes les heures. Il se levait, prenait sa lampe de poche et arpentait les couloirs, rangée par rangée, jetant un coup d'œil à gauche, puis à droite. Une nuit, il part faire sa ronde comme d'habitude, lampe à la main. Dès qu'il sort de sa pièce, quelque chose attire son attention. Vous savez, cette sensation que vos yeux s'habituent à l'obscurité et commencent à distinguer les formes sans que vous puissiez encore les identifier clairement ? Eh bien, il a vu quelque chose de plus sombre que le noir autour, dans l'allée principale. Et ça bougeait. Il s'est arrêté net. Quand sa vue s'est adaptée, il n'y avait plus rien. Il a balayé la zone avec sa lampe de poche, n'a rien vu, et s'est dit qu'il avait dû se faire des idées. Il a continué sa ronde dans le couloir principal. Tout semblait normal, rien d'anormal. Mais il restait nerveux, même sans apparition, l'usine plongée dans le noir avait déjà quelque chose d'angoissant. À la fin des rangées se trouvait un grand espace dégagé, l'entrée principale. Normalement, une lumière restait allumée près de la porte d'entrée, mais cette nuit-là, elle était étrangement faible, presque éteinte. Il a trouvé ça étrange, a commencé à transpirer, et a décidé de ne pas aller plus loin. Il a fait demi-tour pour retourner vers sa salle de repos. C'est à ce moment-là, du coin de l'œil, sur sa droite, qu'il a aperçu ce qu'il a décrit comme une silhouette vêtue d'une grande cape noire. Sa lampe a brièvement éclairé la forme, grande, fine, humanoïde. Il l'a vue clairement. Mais il n'a pas cherché à comprendre. Il s'est dirigé tout droit vers sa pièce, a fermé la porte à clé, et y est resté jusqu'au lever du jour. Quand le matin est arrivé, il a quitté l'usine, a appelé le propriétaire et lui a simplement dit qu'il ne reviendrait plus jamais travailler là-bas. Et franchement, je ne peux pas lui en vouloir. Je travaille comme agent de sécurité dans un petit hôpital de la région. C'était une nuit calme, l'une de celles où les couloirs semblent s'endormir avec les lumières.
En faisant ma ronde, je passais devant la chambre d'une patiente qui venait tout juste de subir un quadruple pontage. La porte était entr'ouverte, la pièce plongée dans une lumière faible. On entendait seulement le bip régulier du moniteur cardiaque. Je me suis arrêté un instant, simplement pour jeter un œil et m'assurer que tout allait bien. Elle dormait, pâle mais paisible. Puis, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose tomber du plafond. Un mouvement rapide, furtif, suivi d'un bruit sec, comme un objet métallique heurtant le sol. J'ai tourné la tête aussitôt, prêt à ramasser je ne sais quoi, mais il n'y avait rien. Pas la moindre trace, pas même une ombre. Je suis resté figé un instant, le regard parcourant la pièce. Puis la patiente a ouvert les yeux. Elle a tourné lentement la tête vers moi, le regard flou mais étrangement conscient. Dans un souffle à peine audible, elle a murmuré « Mon père est là ». Et avant que je puisse répondre, ses paupières se sont refermées, son corps s'est détendu. Le moniteur a continué à biper, régulier, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté planté là quelques secondes, à écouter ce silence lourd entre deux respirations mécaniques. Puis j'ai reculé lentement, refermant la porte sans bruit. Le couloir semblait encore plus long en repartant, et j'avais l'impression que quelque chose m'observait depuis cette chambre que j'avais laissée derrière moi. Quand j'avais entre 19 et 21 ans, je travaillais comme agent de sécurité pour une agence locale de détectives privés. Je sais que ce n'est pas tout à fait le type de fonction dont tu parles, mais j'ai toujours voulu raconter cette histoire quelque part. Je faisais un service de midi à minuit dans un cinéma haut de gamme, quand mon patron m'a appelé pour me dire que j'étais affecté à un chantier du Inca où tout le monde cessait de se présenter au travail. Il m'a dit, le plus tôt tu peux y aller, le mieux ce sera. Alors, après 12 heures au cinéma, j'ai enchaîné de 15 heures à 8 heures du matin sur ce chantier. Quand je suis enfin rentré chez moi, il était environ 9h30. J'étais si épuisé que j'avais du mal à garder les yeux ouverts. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel de mon frère. C'était son anniversaire, et je l'avais complètement oublié. Toute ma famille s'est retrouvée pour faire quelques achats et manger dans un restaurant à environ 45 minutes de chez moi. Vers 13h, j'ai dit que je devais partir, car je n'arrivais vraiment plus à lutter contre la fatigue. Sur le chemin du retour, rien n'y faisait, ni la musique, ni les vitres ouvertes. Mes yeux se fermaient tout seuls et je commençais à dériver sur la voie opposée. J'ai décidé de m'arrêter avant de provoquer un accident. J'ai regardé autour de moi et j'ai aperçu une petite boutique de glace. J'ai trouvé ça étrange, elle se trouvait au bord d'une route de campagne, loin de tout, dans un endroit où un commerce dépendant du passage piéton n'aurait normalement aucune raison d'exister. Devant la boutique, une femme m'a demandé si j'étais venu pour une glace. Par politesse, je n'ai pas voulu lui dire que je cherchais juste un endroit où me reposer, alors j'ai répondu oui. Je suis entré, et l'intérieur était bizarre. Le mobilier semblait provenir de vieux restaurants de barbecue, un mélange incohérent de tables et de chaises usées. La même femme était maintenant derrière le comptoir. Je lui ai dit que je voulais 2 boules de chocolat dans un cornet et j'ai sorti ma carte bancaire. Elle m'a répondu, « Nous ne prenons pas les cartes ici. » Puis elle m'a tendu la glace sans attendre. Je suis retourné à mon camion pour chercher de la monnaie. Je ne paie presque jamais autrement qu'avec ma carte, mais j'ai trouvé environ 50 cents dans mes poches. Je suis revenu et les lui ai donnés. Elle a dit que ça coûtait $1,80, mais que ça irait. J'étais tellement fatigué que je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je l'ai remercié, puis je suis sorti pour manger ma glace. Comme d'habitude, j'en ai mis un peu partout, sur le visage, sur mon uniforme. Avant que je ne regagne mon camion, la femme est sortie à son tour et m'a dit, « Vous avez l'air tourmenté. Mais quoi qu'il vous arrive, tout ira bien. » Je n'ai rien répondu, j'ai simplement hoché la tête, pris le volant et quitté cet endroit étrange, pensant que cette vendeuse était sans doute un peu folle. Je suis rentré chez moi et je me suis effondré sur mon lit. Le lendemain, en préparant mon uniforme, j'ai remarqué les taches de glace au chocolat. Comme la boutique n'était pas loin, je me suis dit que j'irais lui payer ce que je lui devais. Je suis donc retourné sur place.
Le bâtiment était fermé. Complètement vide. Une couche épaisse de poussière recouvrait la porte, comme si personne ne l'avait ouverte depuis des années. Un collègue ambulancier m'a raconté cette histoire il y a 2 ans. Je ne sais pas si je me souviens de tous les détails, mais je me rappelle parfaitement le frisson que j'ai ressenti en l'écoutant. Il travaillait de nuit à Quincy, une garde tranquille jusqu'à ce que le central lui envoie une mission étrange, un appel reçu depuis une ligne fixe, personne ne parlait à l'autre bout. Comme d'habitude dans ce genre de situation, ils se sont rendus sur place avec la police et les pompiers pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. La maison était complètement plongée dans le noir. Pas une lumière, pas le moindre bruit, et surtout, aucun courant. L'endroit semblait abandonné depuis longtemps, les volets clos, la boîte aux lettres pleine. Ils ont inspecté les alentours, frappé aux portes voisines, tout paraissait normal. Après un moment, ils ont conclu à une erreur ou à une mauvaise connexion et sont repartis. 2 heures plus tard, même adresse, même type d'appel. Cette fois, tout le monde a décidé d'explorer plus en profondeur. Les pompiers et la police ont fouillé le rez-de-chaussée et l'étage, tandis que mon collègue et son partenaire descendaient au sous-sol. L'air y était plus froid, lourd, presque stagnant. Le faisceau de leurs lampes tranchait à peine l'obscurité. Ils avançaient lentement entre des murs couverts de poussière, quand le silence s'est épaissi, comme si tout le son autour d'eux avait été avalé. Puis son partenaire a sursauté et crié qu'on venait de le saisir par le bras. Il a lâché sa lampe et s'est mis à courir. Il n'y avait pourtant rien, absolument rien dans cette cave. Ils ont jailli dehors, suivis de près par les autres équipes. Personne ne disait rien au début. Le feuillage autour de la maison bougeait à peine. Le chef des pompiers a fini par demander d'une voix hésitante si quelqu'un d'autre avait ressenti ce froid étrange là-dedans. Un à un, tous ont acquiescé. L'intervention a été clôturée, mais quelques heures plus tard, le central a de nouveau reçu un appel venant de ce même numéro, de cette même maison. Cette fois, personne n'est retourné à l'intérieur. Le bâtiment est resté silencieux, mais beaucoup disent qu'on y voyait encore, certaines nuits, une lueur faible derrière les vitres sales, comme si quelqu'un attendait que le téléphone sonne encore. Brandt a été le suicide le plus terrible et le plus troublant que j'ai jamais connu. Je ne l'oublierai jamais, et il s'est assuré que je ne le puisse pas. Brandt était un résident un peu étrange, mais gentil. Il venait souvent me parler, toujours poli, mais on sentait qu'il portait une lourde souffrance, probablement liée à son trouble de stress post-traumatique. Vers Noël, ses colis sont restés trop longtemps dans le bureau de gestion sans qu'il vienne les chercher. Je me suis dit qu'il était parti en vacances. Peu après le Nouvel An, ses parents ont appelé la résidence et ont demandé à me parler directement. La responsable m'a passé le téléphone. Ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines, ils habitent dans un autre état. Je leur ai conseillé d'appeler la police, car nous n'avons pas le droit d'effectuer de vérification nous-mêmes à cause des lois sur la vie privée. Dès que j'ai raccroché, j'ai pris mes clés et je suis allé à son appartement. Son chien, Rocky, aboyait sans arrêt. J'ai vérifié la porte d'entrée, elle n'était pas verrouillée. En l'ouvrant, l'odeur m'a frappé au visage avec une force indescriptible. Brandt était mort depuis plusieurs jours. La police est arrivée peu après. Il s'était tiré une balle et était resté là pendant 10 jours. J'ai dû l'identifier avant qu'il ne prévienne sa famille. Rocky, affamé, avait commencé à le dévorer pour survivre. Les locataires des appartements voisins, au-dessus, à côté et derrière, ont tous déménagé, incapables de rester. Nous les avons laissés partir sans discussion. De mon côté, je commençais à perdre pied. J'avais l'impression de voir Brandt partout, toujours au travail, jamais ailleurs. Parfois, je distinguais sa silhouette passer devant la fenêtre du bureau. J'appelais ma responsable, qui, heureusement, me croyait, mais elle ne voyait jamais rien. Environ un mois plus tard, l'appartement de Brandt et ceux alentours ont été nettoyés, rénovés et reloués. 2 sœurs coréennes sont venues s'installer juste à côté, dans l'appartement qui partageait un mur avec la chambre de Brandt.
Personne dans ce secteur ne savait ce qui s'était passé, et comme Brandt vivait reclus, aucun voisin ne le connaissait. Un jour, l'une des sœurs, Cookie, est venue me voir à l'accueil. Elle m'a demandé si quelqu'un était mort dans leur appartement. J'ai répondu que non. Elle m'a alors dit qu'un homme errait autour de chez elle, visiblement bouleversé, incapable de passer de l'autre côté. Je lui ai demandé si elle l'avait vu. Elle m'a donné une description, c'était Brandt, sans aucun doute. Je lui ai alors expliqué ce qui s'était passé. Elle m'a assuré qu'elle ferait ce soir-là une cérémonie pour l'aider à traverser, puis elle m'a offert un peu de sauge dans la journée. Je n'ai plus jamais vu ni senti la présence de Brandt après cette nuit-là. C'est une histoire que m'a racontée mon mari. Il travaillait comme agent pénitentiaire à l'époque, et il faisait souvent les gardes de nuit. Cette nuit-là, il était un peu plus de 2 heures du matin, presque 3, le moment où le silence devient lourd dans les couloirs et où les lumières blafardes des néons font paraître tout plus irréel. Il faisait sa ronde habituelle, comptant les détenus un à un, quand un grand fracas l'a fait sursauter. Un coup violent contre une porte de cellule, suivi d'un cri clair et désespéré, à l'aide. Il a immédiatement fait demi-tour et s'est précipité vers la cellule d'où le cri semblait provenir. Le cœur battant, il a ordonné à l'officier du poste de contrôle d'ouvrir la porte pendant qu'il braquait sa lampe à l'intérieur. La lumière a balayé la petite pièce. Sur la couchette, le détenu était en train de se redresser, visiblement tiré d'un profond sommeil. Les yeux encore mi-clos, il a demandé d'une voix lasse ce qu'il se passait. Mon mari est resté figé quelques secondes, incapable de répondre. Il n'y avait personne d'autre dans la cellule. Pas le moindre signe de mouvement, rien qui aurait pu expliquer le bruit ou le cri qu'il avait pourtant entendu clairement. Il a refermé la porte, vérifié le couloir, puis a repris sa ronde sans un mot. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. Il a fini sa garde, sans raconter ce qui s'était passé, mais il n'a plus jamais voulu retravailler de nuit après ça. Quand il m'en parle encore, il dit qu'il se souvient du ton exact de cette voix, et qu'il jurerait qu'elle ne venait pas d'un rêve. Oh, j'en ai une bonne. Comme souvent, je ne suis pas moi-même policier, mais cette histoire m'a été racontée directement par l'un de ceux qui y ont participé. 2 policiers expérimentés, appelons-les Bob et Mike, répondent à un appel au 911, assez vague, dans une belle rue d'un quartier plutôt malfamé d'une grande ville. En arrivant sur place, ils sont accueillis par une femme âgée, manifestement originaire des Caraïbes, à en juger par son accent. Elle les invite à entrer et leur explique poliment qu'elle n'a pas passé l'appel. Elle laisse entendre que des jeunes du quartier, avec qui elle a déjà eu des problèmes, ont probablement fait la blague. Bob n'est pas un bleu, loin de là. C'est un policier instruit, rationnel, qui a affronté des situations horribles sans jamais perdre son calme. Pourtant, dès qu'il met un pied dans la maison, il ressent une peur viscérale, irrationnelle, presque animale, lui criant de partir sans se retourner. Et pourtant, rien ne justifie ce sentiment, la maison est propre, bien entretenue, la femme est aimable, juste un peu agacée par la fausse alerte. Aucun bruit étrange, aucune odeur suspecte. Mais cette terreur reste là, inexplicable. Ils finissent de rédiger leur rapport et quittent les lieux. Une fois dans la voiture, Mike se tourne vers Bob et lâche « Bon sang, je suis content d'être sorti de là. Cet endroit m'a foutu une trouille pas possible. » Là, Bob se fige, parce que Mike, en plus d'être un flic chevronné, est un ancien soldat d'une unité d'élite, le nom échappe à celui qui raconte l'histoire, un vrai dur à cuire. Que tous deux aient ressenti cette peur, indépendamment l'un de l'autre, est pour le moins étrange. Mais c'est une grande ville, et ils ont d'autres affaires à traiter. Ils reprennent leur tournée. Pourtant, ce malaise reste dans l'esprit de Bob. Un peu plus tard, alors qu'il est libre, il retourne dans le quartier et retrouve la chef de bloc, une sorte de représentante du voisinage. Petit conseil, si vous voulez tout savoir sur un quartier, trouvez la chef de bloc. Bob lui demande, « Vous connaissez la dame des îles qui habite dans votre rue ?» La femme répond, « Ah, vous voulez dire la sorcière ?» Bob, interloqué, réplique, «
Comment ça, la sorcière? La chef de bloc raconte alors que des gamins du coin avaient récemment embêté la vieille dame. L'un d'eux, un vrai petit voyou, avait lancé une pierre contre sa fenêtre. Quand la femme était sortie pour le confronter, il s'était comporté comme un sale gosse arrogant. Devant témoin, elle lui avait dit qu'il allait le regretter. Cette nuit-là, les parents du garçon l'ont emmené en urgence à l'hôpital du quartier, l'un des meilleurs malgré la réputation de la zone. Le garçon souffrait atrocement, sans raison apparente. Les médecins ont fait tous les tests possibles. Il était en train de faire une défaillance multi-organique, mais sans cause identifiable. Aucun poison, aucune blessure, rien. Les médecins ont tout tenté pour le stabiliser, sans succès. Désespérés, les parents sont retournés voir la vieille femme. Ils se sont effondrés devant sa porte, la suppliant d'épargner leur fils. Elle les a regardés calmement, avec une expression neutre, et a simplement dit « Votre fils ira bien ». Et effectivement, dans la nuit, sans aucune explication médicale, le garçon a commencé à aller mieux. Ses organes ont repris leur fonction, ses constantes se sont stabilisées, et au matin, il était complètement guéri. Aucune séquelle, aucune explication. Bob a ensuite vérifié les faits, la mystérieuse maladie du garçon et son rétablissement fulgurant étaient bien réels. La personne qui l'avait contacté pour confirmer l'histoire lui a dit qu'elle avait été profondément troublée en entendant parler de cette femme. J'ai fait un court passage dans une petite prison de comté, dans l'Oregon. C'était un endroit banal, gris, où les nuits s'étiraient sans fin. Une de ces nuits, vers 2 heures du matin, le silence a été brisé par un hurlement strident. Le vieux poste radio du bloc s'était mis à grésiller de manière assourdissante, un mélange de parasites et de cris métalliques. Tout le monde s'est réveillé, certains ont frappé contre les portes, d'autres ont crié pour qu'un gardien vienne couper ce vacarme. Un agent est finalement arrivé, visiblement agacé. Il a tourné le bouton du volume, changé la fréquence, marmonné quelque chose et s'en est allé. On a cru que c'était fini, un simple court-circuit. Le lendemain matin, alors que je travaillais à la cuisine, l'un des gardiens les plus calmes, un type plutôt humain, est venu discuter avec nous. En parlant de l'incident, il a baissé la voix et nous a dit que la direction avait revu les caméras de surveillance. Sur la vidéo, on voyait clairement une ombre sortir lentement d'une cellule, glisser le long du mur jusqu'à la radio. Puis, environ 1 minute plus tard, un flash lumineux traversait l'écran juste avant que le poste ne se mette à hurler. Le gardien a ri nerveusement en racontant ça, mais son regard trahissait un malaise. Quelques mois plus tard, j'ai eu la malchance de revenir là-bas. Et cette fois, on m'a assigné à la même cellule d'où, selon lui, l'ombre était sortie. Dès ma première nuit, j'ai compris pourquoi il avait ce regard. L'air y était différent, plus dense, presque étouffant. Quand je restais seul, j'avais l'impression que mes pensées s'évaporaient, comme si quelque chose les aspirait doucement hors de ma tête. Je ne saurais dire ce qu'il y avait dans cette cellule, mais jamais je n'ai connu un silence aussi lourd, un vide aussi présent. Même après être sorti, il m'arrive encore de me réveiller la nuit, certain d'entendre ce même grésillement quelque part dans le noir. Appel à une maison avec la police vers 3 heures du matin. C'était une petite maison partagée, avec beaucoup de chambres et plusieurs locataires qui ne se connaissaient pas. L'appelant signalait qu'il y avait du sang partout, sur les murs, dans l'escalier, dans la cuisine et même sur le pas de la porte. Il pensait qu'un des résidents de l'étage était impliqué dans des histoires louches, probablement liées à la drogue ou à un autre type de délinquance. On ouvre la porte, et effectivement, il y a du sang partout. Il recouvre le sol, monte les marches et s'étend jusqu'à la cuisine, où il s'arrête à la porte de derrière. Il y a aussi une flaque sur le pas de la porte d'entrée, mais pas très grande. 2 policiers montent à l'étage devant moi. À ce moment-là, je me dis que si quelqu'un a perdu autant de sang, il n'y a probablement plus grand-chose à faire pour lui, et que si l'agresseur est encore dans la maison, on risque une sale confrontation. Au Royaume-Uni, les policiers ne sont pas armés. Nous arrivons à la porte du fameux type louche et frappons. Il répond vaguement « oui ».
Les policiers s'identifient et lui disent qu'ils ont besoin de lui parler. Il ouvre la porte en pantalon de pyjama, expliquant qu'il dormait. Il n'est pas blessé et n'a aucune trace de sang sur lui. Il laisse les policiers fouiller sa chambre, qui est parfaitement en ordre. Il m'a semblé tout à fait normal. Nous interrogeons les autres résidents et les policiers inspectent leur chambre. Rien. Personne n'a rien entendu, ou du moins rien dit, et aucun élément suspect n'est découvert. Le sang se trouve uniquement dans les couloirs, sur les escaliers, dans la cuisine et sur le pas de la porte, mais jamais dans les chambres. Les policiers font venir une unité cynophile pour suivre la piste. Le chien suit l'odeur du sang jusqu'à la porte d'entrée, puis s'arrête net. Aucune trace à l'extérieur. Quelle que soit la source de ce sang, elle semblait s'être arrêtée à la maison. Impossible de savoir à qui il appartenait. On a bien pensé qu'il pouvait s'agir de sang animal, mais vu la quantité, il aurait fallu un très gros animal, et nous ne l'aurions certainement pas manqué pendant la fouille. Pendant que le centre de contrôle me presse de partir sur une autre intervention, je remercie les policiers de m'avoir aidé à sécuriser les lieux et leur dis que je dois y aller. Ils m'informent qu'ils vont élargir les recherches avant de clôturer, puisqu'ils n'ont rien trouvé pour l'instant. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette affaire, et à ma connaissance, aucun meurtre ni incident lié n'a été signalé par la suite. Cela reste donc un véritable mystère. Je ne sais pas si je qualifierais cela de paranormal, mais c'était certainement étrange et troublant. Je n'étais pas effrayé sur le moment, mais si j'avais vécu dans cette maison, je pense que je l'aurais été. Les autres situations qui pourraient sembler paranormales concernent souvent des cas de détresse psychologique. Il arrive parfois qu'on intervienne chez des personnes âgées qui affirment voir leur conjoint décédé et lui parler. Un jour, j'ai été appelé chez un vieil homme, avec son fils présent. Pendant que je faisais quelques examens, le vieil homme s'adressait à une chaise vide à côté de lui, disant des choses comme « Ne t'inquiète pas, ils vérifient juste ma tension, après ils s'en iront et on pourra retourner se coucher. » Je n'ai rien dit et j'ai continué mon travail. Quand j'ai discuté avec le fils après, il m'a expliqué que sa mère était morte quelques années plus tôt et que son père ne s'en était jamais remis. Il affirmait toujours qu'elle était là, lui parlait, et lui préparait encore le petit déjeuner ou le thé. Ce genre d'histoire n'a rien de terrifiant, c'est juste profondément triste. Mon frère est policier, et dans la ville où il patrouille, il y avait une maison dont tout le monde parlait, une vieille bâtisse croulante à la façade grisâtre, à moitié mangée par le lierre. Les habitants l'appelaient la maison Jenkins, du nom de la famille qui l'avait possédée autrefois. Personne ne savait vraiment depuis quand elle était là, mais elle semblait plus ancienne que tout ce qui l'entourait. Un jour, des ouvriers ont été envoyés pour y faire des travaux dans le sous-sol. En creusant un peu plus loin que d'habitude, ils sont tombés sur quelque chose d'étrange, un sol de terre battu sous les planches, et là, enfouis dans la poussière, plusieurs ossements humains. Des crânes, des fragments de côte, des os longs, disposés sans ordre apparent. L'enquête qui a suivi n'a jamais permis de savoir d'où ils venaient. À partir de ce moment-là, la maison est devenue impossible à habiter. Les familles qui s'y installaient ne restaient jamais longtemps. Certaines fuyaient au bout de quelques jours, abandonnant meubles et vêtements. D'autres tentaient de la revendre aussitôt. Toutes disaient entendre des bruits dans les murs, sentir des courants d'air glacés dans les couloirs, ou se réveiller la nuit avec la certitude que quelqu'un les observait depuis le couloir. Après des années de plaintes, la ville a décidé de raser le bâtiment. On a aplani le terrain et planté un petit jardin à la place, avec quelques bancs et des fleurs. Rien d'extravagant. Aujourd'hui, il ne reste qu'une plaque, simple et discrète, plantée au centre du parterre. On peut y lire. Ici se trouvait la maison Jenkins. Personne ne s'attarde là très longtemps. Les habitants du quartier disent que même les oiseaux évitent de se poser sur cette parcelle, comme si le sol, malgré les fleurs, n'avait jamais vraiment cessé de garder ce qu'il contenait. C'est une histoire surnaturelle plutôt qu'effrayante. Je suis détective et j'ai travaillé un certain temps en tant qu'expert dans les affaires de crimes sexuels et de crimes contre les enfants. C'était à la fois la meilleure et la pire mission que j'ai eue. Un soir,
un dossier est arrivé vers minuit. Une jeune femme accompagnée de son enfant en bas âge est venue dans un commissariat pour signaler que son ex-petite amie l'avait violée pendant une dispute liée à la garde de leur enfant. Pour faire court, son témoignage était véridique, et c'était l'une des affaires les plus violentes et sadistes que j'ai jamais vues, donc j'épargnerai les détails horribles. Je ne comprends toujours pas comment cette femme a réussi à se rendre au commissariat seule avec un tout petit après ce qu'elle avait vécu. Dans le cadre de l'enquête, je devais interroger l'enfant, puisque la victime avait affirmé que le petit avait tout vu. J'ai donc mené l'entretien, car je suis aussi formé pour interroger les enfants dans ce genre de contexte. Pendant la discussion, l'enfant a raconté que son père s'était mis en colère et avait frappé sa mère. Puis, il a dit qu'une gentille dame était apparue et qu'il ne voyait plus rien au-delà d'elle. La gentille dame l'a pris dans ses bras et lui a dit qu'ils allaient tous les deux être en sécurité. Elle lui a chanté une chanson dans une langue différente. L'enfant a ajouté que la gentille dame s'était ensuite dirigée vers la porte d'entrée et avait frappé. Puis, elle les avait aidés, lui et sa mère, à sortir de l'appartement pour aller jusqu'à la voiture avant de s'envoler. Lors de l'entretien avec la victime, la mère a expliqué que son ex-compagnon lui avait mis un couteau sous la gorge et avait commencé à lui entailler la peau, mais qu'il s'était soudainement arrêté, distrait par quelque chose, avant de s'enfuir de l'appartement. Elle n'avait aucune explication à ce moment-là. Le suspect a été arrêté environ 8 heures plus tard. Il a tout avoué, sans la moindre hésitation. Quand je lui ai demandé ce qu'il s'était passé au moment où il tenait le couteau, il m'a dit ceci. « Je jure devant Dieu que j'allais lui trancher la gorge. Mais j'ai cru entendre quelqu'un frapper à la porte, j'ai pensé que c'était la police. Quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, j'ai paniqué et je suis parti en courant. » Il purge aujourd'hui une peine de prison à perpétuité, et la mère ainsi que son enfant vont bien. J'aimerais vraiment en savoir plus sur cette gentille dame. C'est une histoire que mon père a vécue dans sa carrière, et même des années plus tard, il ne parvient toujours pas à la raconter sans s'arrêter un moment. Il avait été appelé sur une scène d'une violence inimaginable. Un homme, pris d'une crise de folie, avait ouvert le feu sur sa propre famille. Quand les secours sont arrivés, la maison était silencieuse, les lumières encore allumées, une odeur âcre de poudre suspendue dans l'air. La mère gisait à l'intérieur. Le père, lui, avait disparu quelques minutes avant l'arrivée de la police. Les agents ont fouillé les environs, et c'est là qu'ils ont trouvé le petit garçon. Il avait 5 ans, recroquevillé à côté des poubelles, les yeux écarquillés, couvert de poussière et de larmes, mais vivant. Ce qui les a figés, c'est qu'il n'avait pas une seule égratignure. Autour de lui, le mur était criblé d'impacts de balles, tout autour de l'endroit où il s'était caché. On pouvait presque dessiner sa silhouette dans le bois éclaté, mais aucun projectile ne l'avait touché. Les enquêteurs ont d'abord cru à un hasard, un miracle, un tir raté. Pourtant, les douilles jonchaient le sol, les angles étaient nets. Le père s'était tenu à quelques mètres seulement. Quand le garçon a pu parler, plus tard, ils lui ont demandé ce qui s'était passé, ce qu'il avait vu au moment où son père l'avait trouvé. L'enfant a baissé les yeux, puis, d'une voix calme, presque trop posée pour son âge, il a répondu « L'ange était devant moi. Il avait un bouclier. Il a repoussé le pistolet. » Personne n'a su quoi dire après ça. Mon père dit qu'il a vu beaucoup de choses qu'il n'a jamais su expliquer, mais rien ne l'a autant marqué que ce petit garçon debout au milieu des trous de balles, protégé par quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir. Appel réel. J'étais en patrouille depuis plusieurs années, et j'ai toujours eu un faible pour ce genre d'histoires étranges. Cette fois-là, j'étais accompagné d'un collègue qui a tout vu, tout entendu. Le centre de répartition nous envoie sur un appel, dans une zone montagneuse isolée, tard dans la nuit. La plaignante affirmait que plusieurs personnes se trouvaient sur son terrain, tenant un bébé au-dessus de leur tête tout en chantant. Rien qu'en entendant ça, j'ai esquissé un sourire incrédule, ça ressemblait à une farce. Après une vingtaine de minutes à serpenter sur une route de montagne déserte, j'arrive enfin à l'adresse. Il n'y avait quasiment rien d'autre autour, et le silence était total. À cette heure-là,
personne ne se promène dehors, et encore moins dans un coin aussi reculé. Je me gare, franchis un portail, puis longe une allée bordée d'arbres. J'aperçois la maison, 2 petites lampes faiblardes éclairaient l'entrée. Elle était entourée de bois épais sur 3 côtés. Rien que la vue du lieu me donnait un drôle de sentiment. Je monte sur le grand patio et frappe à la porte d'entrée. Soudain, j'entends un bruit sur ma gauche. Quelque chose de proche. Un pas, lourd, humain. Je braque ma lampe dans cette direction. Rien. Je frappe à nouveau. À travers la porte, j'entends 2 voix. Un homme et une femme. Ce simple détail me rassure, j'ai sans doute entendu quelqu'un bouger à l'intérieur, pas dehors. Au bout d'un moment, la femme ouvre enfin la porte. Elle est terrifiée, presque en larmes. Elle me supplie d'entrer et de refermer derrière moi. Elle me conduit dans le salon, où je remarque un petit moniteur de sécurité bon marché, un genre de babyphone vidéo, avec image et son en direct. La caméra filmait précisément la zone où je me trouvais il y a quelques secondes. Je regarde l'écran, rien à signaler, et le son est coupé. J'allais lui poser quelques questions quand je lui demande soudain où est l'homme que j'ai entendu parler. Elle fronce les sourcils, stupéfaite, et me répond qu'elle vit seule. J'insiste, persuadé qu'elle ment, mais mon partenaire fouille la maison, personne. Elle finit par m'expliquer qu'elle lisait tranquillement sur le canapé quand elle a entendu du bruit dans la caméra. En regardant le moniteur, elle a vu 2 personnes debout sur le patio, devant la porte. Puis les coups ont retenti, et elle a appelé la police. Je fixe le moniteur, malgré la mauvaise qualité, on distingue bien la porte et le patio. Elle parle encore quand, soudain, le haut-parleur crache un bruit assourdissant. On se fige tous. Le son ressemble à un vent violent, mais dehors, pas une brise. Je lui demande, c'est quoi, ça? Elle me répond d'une voix tremblante, c'est le. Mon partenaire me lance un regard paniqué. Elle me tend alors son téléphone. Elle dit avoir pris des photos du moniteur quand elle a vu les silhouettes. Je fais défiler les clichés, les premiers ne montrent rien. Puis, sur l'un d'eux, 2 silhouettes sombres se tiennent devant la porte. L'une d'elles semble tenir quelque chose dans ses bras. Les formes sont indistinctes, sans visage, mais bien réelles. Je sens mon estomac se nouer. Elle disait la vérité. Je continue à faire défiler. Sur une photo, l'une des silhouettes lève l'objet au-dessus de sa tête. Sur la suivante, l'objet est posé au pied de la porte, les 2 silhouettes immobiles. Impossible d'expliquer ça logiquement. Il y avait bien eu quelqu'un ou quelque chose sur ce patio. Nous sortons inspecter le terrain, jusqu'à la lisière des bois. J'évoque le mouvement que j'ai entendu plus tôt, la voix d'homme. Mon collègue me coupe net, arrête d'en parler. Nous terminons la fouille, rien d'anormal. La femme nous dit qu'elle ne passera pas la nuit ici et qu'elle partira dormir à l'hôtel. En redescendant l'allée vers les voitures, mon partenaire démarre avant même que j'aie atteint la route. Il file sans un mot. J'en ai ri nerveusement sur le moment, mais au fond, j'étais aussi mal à l'aise que lui. Je suis resté seul un instant dans le silence de la montagne. Puis j'ai démarré à mon tour. Et je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Je travaille comme agent de sécurité de nuit dans un hôpital. C'est un grand bâtiment, ancien, avec des ailes dont certaines ne servent plus depuis des années. Les lumières y sont faibles, les murs couverts de carrelage jauni, et chaque pas résonne comme un écho lointain. Une nuit, un peu après minuit, la standardiste nous a appelés. Elle disait que des appels sortants étaient passés depuis une aile désaffectée, un secteur totalement vide pendant le service de nuit. Personne n'est censé y entrer, et le téléphone y est déconnecté depuis longtemps. Autant dire que ça nous a tout de suite mis mal à l'aise. Mon supérieur et moi avons pris nos lampes et sommes partis vérifier. Les couloirs semblaient encore plus longs que d'habitude, et l'air y était froid, presque humide. Chaque porte qu'on ouvrait grinçait, chaque placard était vide, mais on avait sans cesse cette impression que quelqu'un nous observait depuis l'obscurité.
Après une bonne vingtaine de minutes, mon supérieur s'est arrêté devant un petit placard isolé au bout d'un couloir. Il a tourné la poignée lentement et a ouvert la porte. À l'intérieur, posée contre le mur, il y avait une poupée étrange, faite de tissu et de ficelle, avec des boutons à la place des yeux. À côté d'elle, un vieux téléphone à cadran, couvert de poussière, mais branché. On s'est regardé sans parler. Il a refermé le placard, noté l'endroit, et on a fini notre ronde sans rien dire d'autre. Le lendemain soir, quand je suis revenu sur les lieux, la porte du placard était entr'ouverte. J'ai pris une grande inspiration, allumé ma lampe et regardé à l'intérieur. La poupée n'était plus là. On l'a retrouvée quelques heures plus tard, posée sur une chaise dans le couloir d'Axe sans grave côté, le téléphone à ses pieds, le combiné décroché. Depuis cette nuit-là, plus personne n'aime faire la ronde dans cette aile. Même avec toutes les lumières allumées, on a toujours l'impression que quelque chose y attend, immobile, juste assez loin pour qu'on ne puisse pas le voir. Je travaille de nuit comme agent de sécurité non armé. Oui, officier location de flic, si tu veux faire le malin. Je plaisante, c'est aussi comme ça que je l'appelle. J'occupe le même poste depuis que j'ai commencé, il y a bientôt 1 an. C'est dans une grande zone urbaine assez fréquentée, mais la nuit, tout y est calme. Il y a un commissariat presque en face, donc ma présence sert surtout à rassurer l'assurance, ou à dissuader un éventuel voleur trop audacieux de s'emparer des matériaux de construction. Le site principal est un immeuble de bureaux en construction, avec un parking à plusieurs étages relié à celui-ci. À l'arrière, un mur de béton très haut sépare le terrain d'une autoroute qui longe la propriété. Une nuit, 1 ou 2 semaines après Thanksgiving, j'étais dans ma voiture, absorbé dans une partie de Plague NC, en train d'exterminer l'humanité de 1000 façons imaginables. Une fine couche de neige s'était déjà déposée sur mon pare-brise depuis ma dernière ronde. Je ne voyais donc plus grand-chose dehors, mais j'avais des civilisations à éradiquer. Être un bon agent de sécurité, c'est aussi savoir gérer ses priorités. Tout a changé quand quelque chose a violemment secoué ma voiture. Je n'ai pas d'arme à feu, mais je garde toujours mes nunchakus avec moi. J'ai donc saisi mes nunchakus et ma lampe torche, puis je suis sorti. Je ne savais pas ce qui avait causé la secousse, mais j'étais persuadé que mon superviseur de terrain n'y était pas étranger. Il n'avait pas beaucoup d'humour, mais il adorait surprendre les agents pendant leur ronde. Et il n'était pas très doué pour ça. Pourtant, cette fois, rien. Personne à l'horizon. Avec la neige, il aurait été facile de repérer des empreintes ou des traces de pneus, mais il n'y en avait aucune. J'étais sur le point de mettre ça sur le compte d'un phénomène naturel bizarre, quand la secousse s'est reproduite. Mais debout, ce n'était pas une vibration de voiture, c'était comme si le sol lui-même tremblait, un grondement sourd sous mes pieds. J'ai ouvert mon application radio d'urgence sur mon téléphone pour voir si quelqu'un signalait un tremblement de terre ou une explosion. Rien pendant 5 bonnes minutes, puis seulement quelques appels banals à propos d'un conducteur ivre à l'autre bout de la ville. Un peu tendu, j'ai décidé de commencer ma prochaine ronde plus tôt. Je savais qu'il n'y avait probablement rien d'anormal, mais vérifier le site me rassurerait. J'ai commencé par le parking. Il n'y a qu'une seule entrée accessible, celle devant laquelle ma voiture était garée. Mais avec le froid, on ne sait jamais, certains sans-abri peuvent tenter de se réfugier à l'intérieur. Je fais le tour. Rien. Je garde un écouteur dans l'oreille pour suivre les appels de la radio. Un incident domestique est signalé, puis plus rien. C'est alors que le grondement revient. Le bâtiment tout entier semble vibrer. Je me dis que je n'ai pas envie d'être coincé dans un effondrement, alors je décide de sortir. En quittant le parking, quelque chose attire mon regard. Sur le toit du bâtiment, les projecteurs éclairent par endroits, mais l'un d'eux est caché derrière une nacelle et des matériaux. Et là, dans cette zone d'ombre, je distingue une silhouette. Celle d'un homme. Juste un contour sombre, figé. La paranoïa monte en flèche, mais j'essaie de rester rationnel. Je me dis que ce n'est sans doute qu'une illusion, un jeu d'ombre entre des planches ou des échafaudages.
Je retourne donc à ma voiture pour prendre mes jumelles et vérifier. Et c'est là que j'ai failli perdre pied. Sur le capot de ma voiture, la neige était marquée comme si quelqu'un s'y était allongé. Sur le pare-brise, 2 empreintes de mains fondaient la glace. Aucune trace de pas, aucune empreinte autre que les miennes. J'ai sorti mon téléphone, réflexe absurde, je ne savais même pas pourquoi, mais il était éteint. Batterie vide. Avant de sortir de la voiture, il était branché et chargé à plus de 90%. J'ai ressenti de nouveau cette vibration dans le sol. J'ai vérifié le siège arrière, puis j'ai démarré et déplacé la voiture à l'autre bout du chantier. S'il y avait des squatteurs là-dedans, je leur laissais la victoire. Je n'ai jamais eu de plainte de la part du chef de chantier ni de mes supérieurs. Quand j'ai demandé à un autre agent s'il avait remarqué quelque chose d'étrange à ce poste, il s'est contenté de hausser les épaules. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là. Cette histoire vient d'un ami à moi, et même s'il l'a raconté des années après, il avait encore cette voix hésitante de quelqu'un qui n'a jamais vraiment compris ce qu'il a vécu. C'était il y a environ 5 ans. Il avait une trentaine d'années, vivait avec sa femme, leur bébé de 7 mois et leur fils de 5 ans. Sa femme restait à la maison pendant que lui gérait sa petite entreprise, ce qui lui permettait d'emmener le garçon à l'école le matin et d'aller le chercher l'après-midi. Ce jour-là, vers 11 heures, ils ont appelé la police. Depuis le matin, ils entendaient des bruits étranges dans la maison, comme des pas ou des frottements, et même s'ils pensaient que ce n'était rien, ils voulaient s'en assurer. L'agent est arrivé peu après. En descendant de sa voiture, la première chose qu'il a dite a complètement désarçonné mon ami. « Pourquoi votre fils n'est-il pas à l'école ?» Mon ami l'a regardé sans comprendre. « Comment ça ?» Le policier a désigné la pelouse. « Votre petit garçon est assis dehors, là, juste en face. » Mon ami a tourné la tête, mais il n'y avait personne. Il a répondu, un peu troublé. « Mon fils est à l'école, je l'ai déposé ce matin. » Le policier a froncé les sourcils, a regardé de nouveau, et son expression a changé. Le garçon qu'il affirmait avoir vu venait de disparaître, comme s'il n'avait jamais été là. Avant qu'ils aient le temps d'en dire plus, le téléphone de mon ami s'est mis à sonner. C'était l'école. Le maître expliquait que son fils avait eu une réaction allergique sévère à une peinture utilisée en classe, une peinture contenant des traces d'œufs. Son visage et sa gorge avaient enflé, il avait du mal à respirer, et il l'emmenait d'urgence à l'hôpital. Le policier a proposé une escorte jusqu'à l'hôpital pour qu'il puisse traverser les feux sans attendre. Mon ami et sa femme ont accepté et sont partis en trombe. À leur arrivée, leur fils était déjà pris en charge. Les médecins avaient réussi à le stabiliser, il respirait mieux, hors de danger. Pendant qu'ils reprenaient leurs esprits, l'agent est venu prendre des nouvelles. Mon ami l'a remercié, l'a invité à venir voir l'enfant. Mais dès qu'ils sont entrés dans la chambre, le policier est devenu livide. Il fixait le petit garçon, incapable de parler. Mon ami lui a demandé ce qui n'allait pas. Le policier a fini par souffler, d'une voix blanche. « C'est lui. C'est le garçon que j'ai vu assis sur votre pelouse. » Mon ami dit qu'il n'a jamais su quoi penser. Sa femme, présente tout du long, confirme chaque détail. Et depuis, ils n'ont plus jamais entendu un seul bruit étrange dans la maison. Mon frère est adjoint du shérif, et à cette époque je travaillais comme ambulancier pour plusieurs petites villes du nord-est du Colorado. Pendant mes gardes, j'avais souvent du temps libre entre 2 appels au 911, alors je faisais des patrouilles avec lui. Cette histoire s'est passée à Amherst, dans le Colorado. C'est un tout petit village, une 50aine d'habitants tout au plus. Il y a une église, quelques maisons, un silo à grains et un petit parc. Il était environ 3 heures du matin, et nous étions sur le point de rentrer au poste. En faisant notre dernier tour du village, nous avons remarqué un mouvement dans le parc, sans pouvoir distinguer ce que c'était, car il faisait complètement noir. Nous nous sommes approchés et arrêtés le long du chemin de terre. Mon frère a allumé le projecteur et a balayé le parc de lumière.
Le faisceau s'est finalement posé sur une silhouette, une jeune fille, peut-être 13 ans, assise sur une balançoire, de dos. Elle ne bougeait pas, la tête penchée vers le sol. Autant dire que la scène était glaçante. Nous nous sommes regardés, interloqués, sans trop savoir quoi faire. Je lui ai proposé de l'appeler au micro de la voiture, histoire de vérifier qu'elle allait bien. Il a hoché la tête. Mais au moment où nous avons de nouveau regardé vers le parc, elle avait disparu. Plus rien. Le terrain était totalement dégagé, sans le moindre endroit où se cacher. Il était impossible qu'elle ait disparu aussi vite, même en courant. Je lui ai dit, on devrait peut-être descendre pour voir. Elle s'est peut-être cachée derrière un jeu ou un banc. Mon frère m'a jeté un regard ferme et m'a répondu, hors de question. Puis il a enclenché la marche avant et nous sommes repartis. Je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Même aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai encore ce frisson dans le dos. Je travaille comme agent de sécurité dans une petite ville d'avant la guerre de Sécession, un endroit figé dans le temps avec ses vieilles demeures antébellum qui ont survécu aux flammes et aux pillages. Plusieurs équipes de chasseurs de fantômes sont déjà venues ici, attirées par les récits étranges qui circulent. Parmi toutes ces maisons anciennes, il y en a une en particulier, une grande demeure transformée en musée, qui déclenche souvent l'alarme. À chaque fois que nous recevons un appel, c'est toujours la même scène. La porte latérale est ouverte, jamais forcée, et dans la cuisine, tous les tiroirs et les placards sont béants, comme si quelqu'un avait tout fouillé en silence. Pas une seule fois ce n'a été différent. La première fois, on a cru à un simple vandalisme. Mais après la 10e alarme, on a cessé d'y croire. La gardienne, une femme âgée qui veille sur la maison depuis près de 30 ans, raconte que ce phénomène se produit depuis qu'elle en a la charge. Elle parle calmement, comme si elle s'était résignée à cette présence qui rôde. Elle dit qu'il n'y a jamais rien de volé, rien de brisé, seulement cette étrange mise en scène. Aujourd'hui encore, quand le central nous envoie là-bas, on n'y va jamais seul. On attend toujours du renfort avant d'entrer. Même les plus jeunes, ceux qui se moquent des vieilles histoires, refusent de franchir la porte avant que l'équipe soit au complet. La maison, de jour, semble paisible, presque belle avec ses volets blancs et son porche couvert de glycine. Mais la nuit, elle dégage quelque chose de lourd, une impression qu'elle respire encore malgré les années. Mon père m'a raconté cette histoire quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui encore, chaque fois que je lui en reparle, il s'en souvient avec une précision incroyable, comme si cela s'était passé la semaine dernière. Il a servi dans la police pendant 20 ans, et à l'époque où il n'était encore qu'une recrue, il devait participer à des barrages routiers de nuit pour intercepter les conducteurs en état d'ivresse. Cette nuit-là avait commencé comme toutes les autres. Jusqu'à ce qu'une Toyota Corolla s'approche, avec ce qui ressemblait à une couverture blanche sur le toit, flottant dans le vent. Ils ont trouvé ça étrange, sans s'en alarmer. L'un d'eux a même plaisanté en disant que le conducteur devait être multitâche, qu'il faisait sécher son linge en rentrant chez lui. Mais les rires se sont arrêtés net quand la voiture s'est rapprochée. Tous ont vu qu'il ne s'agissait pas d'une couverture, mais d'une femme vêtue de blanc, allongée à plat ventre sur le toit. Elle semblait glisser lentement vers l'arrière, comme si elle rampait, avant de disparaître derrière le véhicule, juste avant qu'il ne s'arrête devant eux. L'équipe de mon père est restée figée pendant quelques secondes, chacun regardant les autres comme pour se demander « Vous avez vu ça, vous aussi ?» Le plus ancien d'entre eux a fini par s'avancer et a commencé à interroger le conducteur, la voix tremblante. Il lui a demandé de descendre du véhicule. Ils ont inspecté la voiture de fond en comble, jusqu'au coffre, sans rien trouver d'anormal. Le conducteur était un sergent de l'armée, un homme soigné et poli, qui rentrait chez lui après une soirée avec ses collègues. Il a admis avoir bu quelques bières, mais disait s'être allongé un moment pour cuver avant de reprendre la route, ce qui expliquait pourquoi il roulait à 4 heures du matin. Il a passé le test d'alcoolémie sans problème. Alors, les policiers lui ont demandé s'il avait vu quelque chose d'étrange pendant son trajet. D'abord, il a dit non. Puis, un peu hésitant,
il a ajouté qu'il avait dû dévier brusquement pour éviter ce qui lui avait semblé être un oiseau volant à l'envers. Il avait trouvé cela bizarre, mais pas au point d'en parler. Le policier senior lui a alors conseillé d'aller s'asseoir un moment dans un café ouvert toute la nuit avant de rentrer chez lui. Chez nous, on dit que si un esprit malveillant te suit, faire une halte sur le chemin le déroute et l'empêche d'entrer chez toi. Le conducteur, d'abord perplexe, a fini par comprendre et a acquiescé. Lorsqu'il est parti, l'équipe a contacté le poste et a décidé d'écourter la nuit. Mon père n'a jamais su ce qu'il était advenu de ce conducteur. Mais il espère, encore aujourd'hui, qu'il est rentré sain et sauf. Je ne suis pas policier, mais un jour l'un d'eux nous a raconté une histoire que je n'ai jamais oubliée. J'étais en 6e, à l'époque où je vivais sur l'île du Prince-Édouard. Un policier était venu à l'école pour nous parler, dans le cadre d'un programme de prévention. À la fin de la séance, il nous avait laissé poser des questions. On posait tous les mêmes choses, les questions qu'on croit courageuses à cet âge-là, est-ce qu'il avait déjà tiré sur quelqu'un, s'il avait arrêté des criminels, ce genre de truc. Il avait souri et dit qu'il avait déjà tiré, mais qu'il n'avait jamais touché personne. Puis un élève a demandé, c'est quoi la chose la plus étrange que tu aies vue? Là, le policier a changé d'expression. Il a pris un moment avant de répondre, comme s'il hésitait à raconter. Sa voix s'est faite plus lente, presque prudente. Il nous a parlé d'une nuit où des gens avaient appelé la police parce qu'on entendait des pleurs de bébés venant d'une petite île, juste au large des côtes. Ils disaient qu'ils avaient embarqué dans une barque, qu'ils entendaient bien le bébé pleurer, tout proche. Mais dès qu'ils ont posé le pied sur l'île, le silence est tombé. Pas un bruit, pas un souffle. Ils ont cherché partout avec leurs lampes, pas de traces, pas d'empreintes, rien qui puisse expliquer d'où venaient les cris. Quand ils ont fini par redescendre vers le rivage pour repartir, les pleurs ont recommencé, plus clairs encore, juste derrière eux, comme si le son venait du cœur même de l'île. Alors ils ont refait tout le tour, fouillant chaque recoin, sans rien trouver. Ils disaient qu'ils étaient restés là des heures, à tourner en rond entre le bruit et le silence, incapables de comprendre ce qu'ils entendaient. Il n'a jamais su ce que c'était. En le voyant raconter, on sentait que ça le hantait encore. Ce n'était pas une histoire qu'il sortait pour nous faire peur, c'était quelque chose qu'il aurait préféré oublier. J'étais ambulancier paramédical, et dans notre secteur se trouvait un hôpital psychiatrique. Il savait qu'il n'avait pas le droit de nous appeler pour de simples transferts, seulement en cas d'urgence. Une nuit, nous recevons justement un appel de cet endroit pour un possible accident vasculaire cérébral au 4e étage. Nous savions que cet étage était réservé aux patients considérés comme dangereux, meurtriers, violeurs, etc. Dans ces cas-là, un agent de police devait toujours nous accompagner. En arrivant, l'infirmière a cette expression étrange, un mélange de nervosité et d'inquiétude. Elle nous dit que la patiente ne cesse de tourner la tête vers la gauche et de parler à quelque chose. C'est, selon elle, ce qui justifie l'appel au 911. Nous entrons dans la chambre, et la femme est en pleine conversation, avec le vide, face à la fenêtre ouverte. Nous essayons de lui parler, mais elle se tait d'un coup. Nous la chargeons sur la civière, et l'agent la menotte pour des raisons de sécurité. Une fois dehors, elle tourne encore une fois la tête vers la fenêtre, puis brusquement de l'autre côté, et dit « C'est fou comme il vole vite ». Sur la route, à environ 5 minutes de l'hôpital, elle se met à me demander si je ne suis pas inquiet à l'idée que l'ambulance tombe en panne, afin qu'elle et ses amis jaunes volants puissent nous violer et nous tuer. J'ai simplement répondu « Non », et elle s'est mise à éclater d'un rire strident, un rire qui me hante encore aujourd'hui. L'agent, livide, n'a pas dit un mot. Nous la déposons finalement aux urgences. Quand nous ressortons, l'ambulance s'est arrêtée net et refuse de redémarrer. Je retourne à l'intérieur pour demander à l'agent s'il l'a éteinte, mais on me répond qu'il n'est pas là, il était pourtant entré avec nous. Personne ne savait où il était passé. Le centre de répartition a envoyé plusieurs voitures pour le chercher. On l'a retrouvé, assis dans sa voiture, garé devant l'hôpital psychiatrique.
Il n'avait aucun souvenir de la façon dont il s'était retrouvé là. J'y repense encore aujourd'hui, et je suis convaincu qu'il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Elle et cet agent ont vu ou senti quelque chose qu'on ne comprend pas. Mon père travaillait autrefois comme gardien dans une prison isolée, perdue au milieu de la campagne. Son poste consistait à faire le tour du périmètre chaque nuit, seul dans un vieux pick-up, à surveiller les bâtiments extérieurs et à s'assurer qu'aucun détenu ne tentait de s'évader. En réalité, la plupart du temps, il s'ennuyait pendant 8 heures d'affilée à rouler en cercle sous les projecteurs qui éclairaient les clôtures. Une nuit, il s'était arrêté sur une colline, moteur coupé, pour feuilleter un magazine. Tout était calme, juste le vent et le ronflement lointain des générateurs. Puis il a senti quelque chose d'étrange. Une vibration sourde, rythmée, qui semblait résonner dans sa poitrine. Il disait que c'était comme lorsqu'on se tient près d'une enceinte qui crache une musique au son trop fort, quand on sent les basses traverser tout le corps. Il a levé les yeux, a regardé dans le rétroviseur, et là, il a aperçu quelqu'un derrière la camionnette. Par réflexe, il a saisi son arme, a ouvert la portière d'un geste brusque et est sorti pour vérifier. Ce qu'il a vu à cet instant lui a gelé le souffle. Une file d'hommes avançait lentement, traversant la camionnette comme si elle n'existait pas. C'était une procession d'Amérindiens, vêtus de tenues anciennes, certains blessés, d'autres traînant les pieds comme s'ils revenaient d'un combat. Ils passaient à travers le métal, à travers le siège où ils s'étaient assis quelques secondes plus tôt, puis disparaissaient au même endroit, avalés par l'air. Le tout n'a duré que quelques secondes, mais pour lui, le temps s'était arrêté. Quand tout s'est dissipé, il est resté là, le pistolet tremblant dans la main, incapable de dire un mot. Il a fini par attraper sa radio pour prévenir l'autre agent qui faisait le tour du périmètre cette nuit-là. L'homme a écouté quelques instants puis a cessé de répondre, coupant la communication. Plus tard, mon père a appris que son collègue avait déjà vu la même scène, presque au même endroit, mais qu'il refusait d'en parler. Celle-ci est étrange, et même aujourd'hui j'ai encore du mal à y croire. Il fallait vraiment être là pour le voir de ses propres yeux. J'avais 19 ans, j'étais ambulancier volontaire. Un soir, nous recevons un appel d'urgence 911 pour une maison abandonnée depuis plus de 15 ans. La police, les pompiers et notre équipe EMS se rendent sur place. La police entre en premier et fait le tour du bâtiment avant de nous dire que la maison est vide. Mon capitaine et moi montons alors à l'étage supérieur de cette vieille ferme. Il faisait une chaleur d'environ 27 degrés Celsius dehors, pourtant, là-haut, il faisait glacial. Et les fenêtres étaient grandes ouvertes. J'en ferme une d'un coup sec, elle était tellement vieille qu'il fallait forcer pour la faire coulisser, et de là, je pouvais voir le camion de pompiers et l'ambulance garés dans l'allée. Mon capitaine me demande quel était ce bruit. Je lui explique que j'ai juste fermé la fenêtre. Nous continuons l'inspection, comble, placard, cave. L'atmosphère y était lourde, presque morbide. Il y avait des anneaux de fer fixés à une poutre, d'après un pompier, ils servaient autrefois à attacher les animaux avant l'abattage. En ressortant, mon capitaine lève les yeux et dit « Je croyais que tu avais fermé cette fenêtre. » Je regarde, la fenêtre est de nouveau ouverte. J'y retourne, persuadé que quelqu'un est encore dans la maison, mais elle est vide. Je referme la fenêtre une seconde fois et vérifie le mécanisme, pensant qu'elle pourrait être à ressort. Non, c'était juste une vieille fenêtre à glissière classique. Je la ferme bien et redescends. En sortant, je jette un dernier coup d'œil vers le haut, la fenêtre est toujours fermée. Mais à cet instant, je vois un homme, vêtu d'une chemise à carreaux, poser la main contre la vitre. Quand je fixe mon regard, il a disparu. Pourtant, je suis certain d'avoir vu un homme blanc d'une 50aine d'années, les cheveux noirs, courts. Sur le moment, j'ai essayé de ne pas y penser. Mais plus tard, cette image me revenait sans cesse à l'esprit. Par curiosité, j'ai commencé à me renseigner sur la propriété, pour savoir qui y avait vécu. Un ami m'a appris que son oncle y avait passé toute sa vie. C'était lui, le dernier occupant de la ferme.
Ses parents y étaient morts avant lui, et lui-même y était décédé aussi. Je demande à mon ami, ton oncle, il avait la cinquantaine, les cheveux noirs, et il est mort à l'étage, c'est bien ça. Son visage s'est figé. Il m'a répondu oui. Il est mort du diabète, après avoir cessé de prendre son insuline, et son frère l'a retrouvé plusieurs jours plus tard. Depuis ce jour-là, chaque matin en allant travailler, quand je passe devant cette maison, je lève les yeux vers cette fenêtre et je dis une prière pour lui. Mon coéquipier et moi avions reçu un appel au 911 venant d'une vieille dame qui disait avoir une dispute avec quelqu'un. On arrive sur place, une petite maison un peu isolée, et elle nous accueille calmement à la porte. On lui demande avec qui elle s'est disputée. Elle répond d'un ton tranquille, « Oh, juste un esprit dans l'une de mes pièces. » Je jette un regard à mon partenaire, et sans un mot, on comprend la même chose. On se dit que c'est probablement de la confusion, peut-être un début de démence. On essaie donc de rester poli, d'écouter. Elle commence à nous expliquer qu'il y a parfois une mauvaise présence dans la maison, mais que ce soir elle sentait qu'il était là, dans la pièce du fond. Elle ajoute que la lumière ne marche plus dans cette chambre. On lui dit gentiment qu'il ne doit pas y avoir de fantômes, qu'on est venu vérifier, mais qu'on a d'autres appels urgents à gérer. Elle insiste. Elle ne nous laisse pas partir tant qu'on n'a pas vérifié la pièce. À la façon dont elle parlait, avec un mélange de peur et de conviction, il était difficile de ne pas ressentir un certain malaise. On la suit donc à travers le couloir sombre. L'air semblait lourd, presque stagnant. Elle s'arrête devant la porte du fond, sa main tremblant un peu sur la poignée. Elle dit d'une voix basse, « Il reste souvent dans le coin, là-haut, près du plafond. » Quand elle a ouvert la porte, l'obscurité du couloir s'est mêlée à celle de la pièce. Dans le coin qu'elle désignait, l'ombre formait une silhouette étrange, presque humaine. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un. On a levé nos lampes torchées d'un même geste, balayant la pièce d'un bout à l'autre. Rien. Juste la poussière, le vieux papier peint décollé et ce coin sombre qui semblait absorber la lumière. On a remercié la dame, lui assurant qu'il n'y avait rien d'anormal. En partant, je lui ai dit, si vous sentez qu'il y a une présence ici, ce n'est pas à la police de s'en charger. Peut-être qu'une église ou quelqu'un de votre communauté pourrait vous aider. Elle nous a regardés sans répondre, comme si elle savait qu'on n'avait rien compris. On est remonté dans la voiture, et sans même en discuter, on a quitté la rue au plus vite. Mon coéquipier a rompu le silence après quelques minutes, « Tu l'as vu, l'ombre, hein ?» J'ai hoché la tête sans répondre. Je crois qu'aucun de nous n'avait envie d'admettre à voix haute ce qu'on avait ressenti dans cette maison. Ce n'est pas mon histoire, elle s'est passée pendant un autre service, mais un capitaine qui faisait des heures supplémentaires avec nous l'a raconté un jour, et elle m'a vraiment glacé le sang. Le capitaine faisait partie de la première compagnie d'intervention envoyée sur un appel pour alarme incendie résidentiel, en pleine nuit. Selon le protocole, la première unité se rend toujours sur place en urgence, tandis que la seconde unité et l'échelle interviennent en mode normal. On reçoit ce genre d'appel tout le temps, et dans 99% des cas, il s'agit d'un dysfonctionnement du système ou d'un repas brûlé. Autant dire qu'on ne s'attendait pas à grand-chose. En approchant du quartier, ils aperçoivent pourtant une lueur orangée à l'horizon. Arrivés sur les lieux, ils découvrent une maison d'environ 370 mètres carrés, avec un incendie violent à l'arrière, déjà en train de percer le toit. L'appel est immédiatement reclassé en feu de structure, et d'autres unités sont envoyées en renfort. Le capitaine, en tant que chef de la première équipe, reste à l'extérieur pour diriger l'intervention jusqu'à l'arrivée du chef de bataillon, puis il passe au rôle d'officier de sécurité. Il reste donc dehors, en communication radio avec les équipes à l'intérieur. Quand la majeure partie du feu est éteinte et que les opérations commencent à se calmer, le capitaine remarque de la fumée derrière une fenêtre du deuxième étage. Il demande aux équipes à l'intérieur d'aller vérifier dans la pièce située à l'angle B/C pour s'assurer que le feu ne s'est pas propagé de l'autre côté de la maison. Quelques minutes plus tard, les pompiers lui répondent à la radio, « Chef, il n'y a pas de pièce ici. » Le capitaine,
perplexe, regarde pourtant bien une fenêtre, clairement rattachée à une pièce. Il donne des instructions plus précises pour guider les pompiers, mais ceux-ci répètent qu'ils ne trouvent rien. Incrédule, le capitaine demande au commandant des opérations la permission d'entrer lui-même dans la maison pour montrer aux équipes où se trouve cette pièce. Autorisation accordée, il monte l'escalier, avance vers le coin indiqué, et découvre qu'effectivement, il n'y a pas de porte, pas de pièce, rien. Juste un couloir formant un angle. Convaincu qu'il doit y avoir quelque chose derrière le mur, il décide de percer la cloison. En traversant l'ouverture, il tombe sur une chambre d'enfant parfaitement intacte, une commode, un petit bureau, et un lit impeccablement fait, comme si personne n'y avait dormi depuis des années. Pour une raison inconnue, les propriétaires avaient tout simplement muré la chambre, la laissant derrière eux, figée dans le temps. Le capitaine a dit que c'était l'une des choses les plus étranges et les plus dérangeantes qu'il ait vues de toute sa carrière. Il y a des années, mon oncle nous avait raconté une histoire qu'il n'a jamais oubliée, une de celles qui commence comme une farce et se termine en mystère. Il travaillait à l'époque comme policier dans une petite ville tranquille, le genre d'endroit où les mêmes habitants appellent souvent pour les mêmes problèmes. Parmi eux, il y avait une vieille dame qui téléphonait presque chaque nuit au commissariat. Elle affirmait que des fées ou des lutins s'introduisaient chez elle pour lui voler de la nourriture. Comme le protocole l'exige, à chaque appel, une patrouille devait se rendre sur place. Mon oncle était souvent celui qu'on envoyait. Il connaissait bien la vieille femme, toujours polie, un peu confuse, mais pas méchante. À chaque fois, il inspectait la maison, vérifiait les portes et les fenêtres, puis la rassurait avant de repartir. Rien d'anormal, juste une maison un peu trop silencieuse et une dame seule dans ses histoires. Une nuit pourtant, quelque chose de différent l'attendait. Quand il est arrivé, elle l'a accueilli avec un air triomphant, persuadée d'avoir enfin une preuve. Elle avait répandu du sucre glace sur tout le sol de la cuisine pour capturer les empreintes des intrus. Mon oncle a d'abord voulu sourire, mais en regardant au sol, il s'est figé. Il y avait bien des traces. Petites, rondes, nettes. Rien qui ressemble à des empreintes humaines ni animales qu'il connaissait. Son partenaire a sorti son téléphone pour prendre des photos. Peu à peu, d'autres agents sont arrivés, curieux. Ils étaient une dizaine dans la cuisine à observer le sol, penchés sur ces minuscules marques. Tous cherchaient une explication, sans la trouver. Finalement, après inspection, quelqu'un a entendu un léger bruit venant d'un placard. En l'ouvrant, ils ont découvert la source du mystère, une maman opossum et ses petits. Apparemment, elle avait eu ses bébés tout près de la maison, et les petits s'étaient faufilés à l'intérieur pour trouver un peu de chaleur et de quoi manger. Les empreintes paraissaient si étranges parce que, normalement, les bébés opossums ne marchent pas seuls, ils restent accrochés au dos de leur mère. Cette fois, ils s'étaient aventurés hors du nid. Les agents ont réussi à en attraper 7 avant de les relâcher plus loin, dans un endroit tranquille, à l'écart des habitations. Quand mon oncle racontait cette histoire, il disait toujours que cette nuit-là, il avait appris 2 choses, qu'il faut parfois croire les gens, même quand leurs histoires semblent folles, et qu'il y a souvent une explication plus simple aux choses étranges, mais pas avant d'avoir eu une bonne frayeur. J'étais de service au poste de police, entre 15h et 23h, quand une alarme incendie s'est déclenchée. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses années, notre service de police proposait la surveillance d'alarme. Il restait encore une dizaine de lieux reliés directement à notre système, et comme il aurait fallu démonter une grande partie du matériel pour le désactiver, nous avions simplement continué à le maintenir en fonctionnement. L'opératrice de la première équipe de nuit venait d'arriver, elle a donc pris l'appel. Je m'apprêtais à me rendre à la caserne des pompiers quand le 911 s'est mis à sonner. Même adresse. J'ai décroché, mais il n'y avait personne au bout du fil. J'ai supposé que la personne avait réussi à appeler juste avant de perdre connaissance. J'ai aussitôt couru vers l'arrière, sauté dans une voiture de patrouille et annoncé sur la fréquence commune police-pompiers que je me rendais directement sur place. J'arrive en même temps qu'une autre unité. Pas de fumée. Rien d'anormal.
Une femme âgée remonte alors la rue en poussant un fauteuil roulant dans lequel se trouve une dame encore plus âgée, sa mère. Elles vivent là et reviennent simplement d'une petite promenade avant le dîner. Je leur explique la raison de notre présence. La fille nous confirme qu'elles sont seules à habiter la maison et, d'après la mémoire de sa mère, le système d'alarme avait été débranché il y a des années, lors de travaux. Elles n'ont d'ailleurs aucun système de sécurité, seulement quelques détecteurs de fumée. Nous faisons le tour de la maison. En arrivant à la porte arrière, près de la cuisine, l'odeur de gaz est immédiatement perceptible. Nous coupons le gaz à la vanne principale, installons des ventilateurs pour aérer et découvrons qu'un tuyau menant au four est fissuré. La fille explique qu'avant de sortir, elle avait renversé du café et déplacé légèrement le four pour nettoyer derrière. En le repoussant, elle a probablement cassé le tuyau. Rien d'autre dans la maison n'a bougé et les 2 téléphones sont bien raccrochés. Le chef des pompiers arrive une quinzaine de minutes plus tard. Il va vers les 2 femmes et les serre dans ses bras, les larmes aux yeux. La dame en fauteuil roulant, c'était l'épouse d'un ancien chef des pompiers de notre ville, plus de 60 ans auparavant. Sa fille, elle, avait perdu son mari quelques années plus tôt, lui aussi pompier de notre service. Je n'ai jamais vraiment cru aux fantômes ni aux esprits, mais cet appel m'a fait penser que peut-être, certaines personnes qui ont consacré leur vie à faire le bien reçoivent la permission, d'une manière ou d'une autre, de veiller encore sur ceux qu'elles aiment. J'ai travaillé quelque temps dans la sécurité privée, notamment dans un grand centre commercial. Dès mes premières semaines, mon partenaire et moi avions le sentiment que l'endroit n'était pas tout à fait normal. Une atmosphère étrange régnait, surtout depuis le meurtre qui avait eu lieu juste avant mon embauche. La partie ouest du bâtiment me mettait particulièrement mal à l'aise. Rien qu'à m'en approcher, j'avais la nuque qui se crispait. C'est aussi à cet endroit qu'il y avait un refuge pour animaux, un local vitré où l'on voyait les chats et les chiens même la nuit. En général, on les entendait aboyer, gémir, gratter aux vitres. Leur bruit était presque rassurant, une sorte de présence vivante dans un lieu trop calme. Une nuit, j'ai dû faire ma ronde de ce côté du centre. Dès que j'ai quitté le couloir principal, j'ai eu la sensation nette que quelqu'un marchait derrière moi. Les pas semblaient se caler sur les miens, à distance régulière. J'ai ralenti, puis je me suis arrêté. Le silence. Pas un bruit, si ce n'est le bourdonnement des néons. En arrivant devant les vitres du refuge, quelque chose m'a frappé, aucun animal ne faisait le moindre son. Pas un aboiement, pas un miaulement. Tous ceux qui étaient éveillés regardaient dans ma direction. Pas vraiment moi, mais un point juste derrière mon épaule. Leurs yeux fixaient quelque chose que je ne pouvais pas voir. Une vague de froid m'a traversé le dos. Mon instinct m'a crié de partir. J'ai baissé la tête, évitant de croiser une nouvelle fois leur regard, et j'ai traversé le couloir à toute vitesse jusqu'à la sortie la plus proche. Dès que j'ai passé la porte extérieure, tout s'est arrêté. Plus de poids sur mes épaules, plus cette angoisse qui me serrait le ventre. Le vent de la nuit, même glacial, m'a semblé presque réconfortant. Je n'ai plus jamais prolongé ma ronde jusqu'à cette partie du centre. Mon partenaire non plus. On disait toujours que ce n'était qu'une impression, mais au fond, on savait tous les deux que quelque chose, là-bas, ne voulait pas être dérangé. Je travaille dans les forces de l'ordre depuis presque 6 ans, et j'ai vécu plusieurs événements surnaturels pendant mes patrouilles. Le plus récent s'est produit à la suite d'un appel interrompu au 911. C'était une nuit d'été, il devait être 2 ou 3 heures du matin. J'étais en patrouille avec un collègue quand nous avons reçu un appel pour un 911 raccroché. Les seules informations étaient qu'un appel avait été passé au 911, puis immédiatement interrompu. Quand le standard avait essayé de rappeler, personne n'avait répondu. Je connaissais très bien le secteur où je travaillais cette nuit-là. J'y avais passé presque toute ma carrière. Pourtant, l'adresse d'où provenait l'appel, déterminée grâce aux coordonnées GPS, puisque le correspondant avait raccroché, ne me disait absolument rien.
J'étais déjà passé devant cette route à de nombreuses reprises, mais je n'avais jamais eu à y répondre à un appel. Nous arrivons devant un vieux chemin de terre barré par une chaîne métallique et un panneau, propriété privée, défense d'entrée. Comme nous devons comprendre ce qui se passe, mon collègue et moi continuons à pied sur ce long sentier de gravier, d'une centaine de mètres environ. Ce qui n'était pas rassurant, c'est que des grillages bordaient le chemin des deux côtés, ce qui faisait de nous des cibles faciles si quelqu'un nous attendait au bout avec une arme. Heureusement, rien de tel n'est arrivé. Au bout du chemin, nous découvrons deux maisons, une de chaque côté. Nous pensons d'abord que l'une d'elles est à l'origine de l'appel. J'éclaire l'une d'elles avec ma lampe et j'aperçois une silhouette bouger à l'intérieur. Je me dis immédiatement, merde, il y a vraiment des gens qui vivent ici, car j'étais persuadé que ces maisons étaient abandonnées. Peu après, un homme et une femme sortent et nous demandent ce qui se passe. Nous leur expliquons que nous avons reçu un appel interrompu provenant du 123 main, non fictif, et leur demandons s'ils ont appelé. L'homme nous répond que son adresse est le 124 main, que celle d'en face est le 125 main, et qu'elle est vide, mais qu'il existe bien un 123 main un peu plus au nord, au milieu d'une zone de broussailles et de forêt. Il nous précise que cette maison est abandonnée, en ruine, et qu'on ne peut y accéder qu'à pied. Quand je lui demande à quelle distance elle se trouve, il me répond, peut-être à 2 terrains de football d'ici. Pendant que nous parlons, le standard reçoit encore 2 appels interrompus du même endroit, avec le même résultat. Avant de nous aventurer dans les bois, nous appelons du renfort, et bientôt une autre patrouille à 2 arrive sur place. Nous voilà donc 4, armés de nos fusils d'assaut, avançant sur un petit sentier à peine visible. Nous luttons contre les toiles d'araignée et les branches basses jusqu'à ce que nous atteignions finalement la maison. Je décris mal les choses, mais cette maison semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Délabrée, avec un arbre tombé en plein milieu qui, au fil des années, s'était littéralement fondu dans la structure. Les murs s'effondraient, la végétation avait tout envahi. Malgré cela, nous décidons d'y entrer. Nous devons escalader des pans de murs effondrés et des planches pour pénétrer à l'intérieur. Mon plus grand stress à ce moment-là, c'était que la maison pourrisse sous nos pieds et s'effondre, nous piégeant à l'intérieur. Nous fouillons tout de fond en comble. Absolument tout. Pas la moindre trace d'une présence humaine. Rassurés, nous sortons enfin de là et reprenons le chemin du retour vers les 2 maisons de tout à l'heure. À ce moment, le standard nous contacte à nouveau, encore un appel au 911, même adresse. Sauf que cette fois, quelqu'un a décroché, et l'opératrice a entendu ce qui ressemblait à un enfant jouant avec le téléphone. Nous nous regardons tous les 4 et décidons qu'il est temps de clore cette affaire. Nous avions fait tout ce qu'il était possible de faire, et aucun de nous n'avait envie de retourner dans cette maison, habitée par un enfant fantôme. Nous mettons fin à l'intervention, et plus aucun appel ne provient de ce numéro cette nuit-là. Environ 6 mois plus tard, en plein hiver, le standard reçoit un nouvel appel interrompu depuis la même adresse. Cette fois, je suis accompagné de 3 collègues qui n'étaient pas là la première fois. Je leur raconte l'histoire, et tous sont impatients d'aller voir. Nous retournons donc sur place. Le froid ayant tué toute la végétation, le chemin est bien plus dégagé. Les 3 décident d'entrer dans la maison, mais je reste dehors, j'avais déjà donné. Ils ne vont pas bien loin, réalisant vite que la bâtisse menace de s'écrouler. Nous repartons tous, sans nouvel appel ni voix d'enfant cette fois. Si jamais je retourne là-bas, je prendrai une photo de la maison, juste pour que les gens comprennent à quel point cet endroit est vraiment sinistre. Je connais un vieil inspecteur, un de ceux qui ont passé leur vie sur le terrain et qui collectionne les histoires étranges. Parmi toutes celles qu'il raconte, il y en a une qu'il aime particulièrement, celle qu'il appelle l'affaire de la femme en blanc. C'était il y a longtemps, à l'époque où il n'était encore qu'un jeune policier. 2 agents en patrouille avaient repéré, en pleine nuit, une femme vêtue d'une longue robe blanche qui errait pieds nus dans le cimetière municipal. Il faisait froid, le sol était humide, et pourtant elle semblait ne pas s'en soucier. Quand ils lui ont demandé ce qu'elle faisait là, elle a simplement répondu qu'elle s'était perdue. Sa voix était douce, posée, sans peur ni agitation. Les agents,
pensant qu'elle était désorientée, l'ont raccompagnée au poste pour qu'on puisse vérifier son identité. À ce moment-là, l'inspecteur que je connais était de garde avec son partenaire. Ce dernier s'est occupé de la femme pendant que lui finissait un rapport. Il ne l'a pas vue de face, seulement de dos, quand elle est passée devant son bureau pour sortir. Il se souvient pourtant très bien d'un détail, elle marchait sur la pointe des pieds, lentement, comme si ses pieds ne touchaient pas complètement le sol. Une fois qu'elle fut partie, son collègue a voulu enregistrer son passage. Il a saisi son nom et son numéro d'identification dans le système, pour la forme. Quelques secondes plus tard, l'écran a affiché une alerte. Le dossier existait déjà. La femme était officiellement décédée depuis plusieurs années. Ils ont revérifié, pensant à une erreur, un homonyme, une mauvaise saisie. Mais la photo dans le dossier correspondait. C'était bien elle. Même visage, même regard, même robe blanche. L'inspecteur dit toujours qu'après cette nuit-là, plus personne n'a revu cette femme. Et son partenaire, celui qui lui avait parlé, n'a plus jamais voulu s'occuper d'affaires liées au cimetière. Quand il raconte cette histoire, il précise qu'il n'a jamais cru aux fantômes. Pourtant, chaque fois qu'il prononce le nom de cette femme, il baisse un peu la voix, comme s'il craignait qu'elle l'entende encore. C'est quelque chose d'inexpliqué, probablement une simple coïncidence, mais je n'en ai jamais parlé à mes collègues. J'ai travaillé quelque temps comme enquêteur sur des homicides. Nous intervenions sur tous les suicides apparents afin de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre. En général, nous parvenions à déterminer un motif et à trouver une lettre ou un autre indice indiquant que la personne s'était donné la mort. Par exemple, un homme avait simplement collé une note sur sa poitrine disant « heureuse maintenant, salope » et s'était arrangé pour que sa femme le trouve pendu. Mais parfois, nous avions des affaires où toutes les preuves médico-légales confirmaient le suicide, sans qu'aucune note ni aucune raison apparente ne l'explique. Il s'agissait de personnes en bonne santé, avec un bon emploi et une vie de famille qui semblait épanouie. Mais qui sait vraiment ce que quelqu'un vit intérieurement ? Voici ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise. J'ai travaillé sur une dizaine de suicides de ce genre. Et les 3 derniers, avant que je quitte la section homicide, avaient tous un point commun sur les lieux du drame. Il y avait un petit phare décoratif en osier. Toujours le même modèle, même design, peint en blanc et en bleu. Cela m'a marqué la première fois, car il se trouvait près du lit où était le corps. Mais 2 semaines plus tard, sur une autre scène de suicide, j'ai revu exactement le même phare. J'ai même fait remarquer la coïncidence à un agent de patrouille. Quelques mois plus tard, je suis intervenu sur un nouveau suicide et j'ai de nouveau aperçu ce même phare en osier. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cela n'arrivait que dans les cas de suicides inexpliqués. Je suis retourné consulter les photos des scènes de crime de toutes les affaires sur lesquelles j'avais travaillé. Sur 2 d'entre elles, j'ai cru distinguer ce qui pourrait être le même phare, mais l'angle de la photo et le désordre ambiant ne permettaient pas d'en être sûr. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça vraiment glauque, mais j'ai été muté quelques mois plus tard et j'ai laissé tomber l'affaire. Je tenais une boutique sur une rue commerçante très animée, un de ces endroits où tous les gérants se connaissent et s'entraident. On avait mis en place un réseau de radio pour signaler les voleurs, les personnes suspectes ou tout ce qui pouvait poser problème en matière de sécurité. Une fois par an, on se retrouvait tous autour d'une table pour faire le point, échanger des conseils et parler des habitués du quartier. C'est lors d'une de ces réunions qu'on a réalisé qu'on avait tous affaire au même homme. Un sans-abri, discret, pas agressif, qui avait pris l'habitude de s'introduire dans les réserves ou les bureaux à l'arrière des magasins juste avant la fermeture, sans bruit, pour y passer la nuit. C'était un geste interdit, bien sûr, mais aucun de nous n'avait le cœur de prévenir la police. Quand on le découvrait, il se montrait toujours poli, s'excusait et sortait sans discuter. Souvent, après qu'on l'avait raccompagné dehors, on entendait un autre magasin signaler sa présence par radio. Il semblait aller de porte en porte, cherchant un endroit où dormir, et on finissait tous par le recroiser à tour de rôle. Une nuit, je l'ai trouvé de nouveau dans l'arrière-boutique,
assis sur une caisse, l'air épuisé. Je lui ai demandé de partir, comme d'habitude. Il s'est levé doucement, m'a remercié, puis je l'ai escorté par la sortie de secours. Il a disparu dans la ruelle, sans un mot de plus. Quand je suis revenu à mon poste et que j'ai repris la radio, 4 autres gérants étaient en train de parler. Tous disaient qu'ils venaient, eux aussi, de le mettre dehors, à quelques minutes d'intervalle. Chacun affirmait qu'il l'avait vu partir par une autre porte, dans un autre coin de la rue. C'était impossible. La rue était longue, et il n'aurait jamais pu apparaître à tant d'endroits si vite. Après cette nuit-là, plus personne ne l'a revu. Pas une trace, pas un signalement. Au fil des semaines, l'histoire est devenue une sorte de plaisanterie entre nous, on disait qu'on avait tous mis le même fantôme dehors, celui d'un homme qui n'avait plus nulle part où aller mais qui, même mort, cherchait encore un endroit pour se reposer un peu. Et pourtant, parfois, quand je fermais le soir et que je vérifiais l'arrière-boutique, j'avais toujours ce réflexe idiot de jeter un œil derrière les caisses, juste au cas où il serait revenu. J'ai travaillé quelque temps comme infirmier urgentiste à Détroit. Ce n'était pas un poste que j'aimais particulièrement, trop de tension, trop de misère humaine, mais c'était une expérience qui marque à vie. Une nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, on reçoit un appel radio de la police. Ils annoncent qu'ils arrivent avec un patient et qu'il faut les rejoindre directement dans la zone des ambulances avec un brancard. D'habitude, c'est les services d'urgence médicale qui transportent les patients, pas les policiers, alors j'ai tout de suite pensé qu'un officier avait été blessé. On sort attendre dans le froid du quai d'ambulance. La voiture de patrouille se gare brutalement. 2 agents en descendent et crient « Il est à l'arrière !» Je m'approche, prêt à prendre les signes vitaux, et là je vois le patient. Un homme, raide comme une planche. Pas seulement inerte, figé. On pouvait le soulever sans qu'il se plie, comme s'il était attaché à une planche invisible. Les policiers expliquent qu'ils avaient été appelés dans un foyer pour sans-abri après un signalement de tapage. En arrivant, ils ont trouvé l'homme debout au centre de la pièce, entouré de dizaines d'autres personnes à genoux, formant un cercle autour de lui. Il chantait, ou plutôt il récitait quelque chose, les yeux levés vers le plafond. Personne ne réagissait à leur arrivée. Pas un regard, pas un mot. Ne sachant pas quoi faire, les agents avaient décidé de l'amener à l'hôpital pour qu'il soit examiné. On l'a installé dans une salle d'observation. Il continuait à psalmodier, d'une voix sourde, rythmée. La chef infirmière m'a demandé si je comprenais ce qu'il disait. Au bout de quelques phrases, j'ai reconnu des fragments, des prières chrétiennes mêlées à des mots d'origine africaine, des invocations, des noms anciens. Il récitait une forme de rituel vaudou. La plupart des infirmières évitaient la chambre, mal à l'aise. Moi, je faisais mon travail, mais je dois avouer que l'atmosphère était oppressante. À un moment, il s'est arrêté net. Il a tourné la tête vers moi, les yeux parfaitement clairs, et a dit « Les démons viendront te chercher. » Puis il a recommencé à chanter, comme si de rien n'était. Je ne suis pas superstitieux, alors j'ai mis ça sur le compte d'un trouble psychique. Le lendemain soir, je repassais devant cette même chambre, affectée à un autre patient, quand un malade psychiatrique a surgi sans prévenir. Il avait arraché le drap de son lit et a essayé de m'étrangler avec. On a réussi à le maîtriser et à le sédater. Pendant qu'on le maintenait au sol, il m'a regardé droit dans les yeux et a soufflé. « Je t'avais dit que je viendrais te chercher. » J'ai ri nerveusement, comme pour me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Mais, pendant longtemps, chaque fois que je passais devant cette salle, j'avais ce sentiment étrange d'être observé. Pas par quelqu'un, mais par quelque chose qui attendait son moment, silencieux. J'étais dans la marine, affecté sur l'Iwo Jima LHD-7. Ces bâtiments sont à peu près 2 fois plus petits qu'un porte-avions, mais tout de même immenses, des labyrinthes de métal et de couloirs étroits où le moindre bruit résonne comme un écho lointain. Plusieurs marins racontaient avoir entendu des voix dans les sections isolées de la salle des machines. Ce n'était pas surprenant, sur le précédent Iwo Jima,
un accident de vapeur avait tué 10 ingénieurs, et certains juraient que leurs âmes rôdaient encore dans les compartiments inférieurs. J'y étais déjà descendu plusieurs fois, et même si l'endroit me mettait mal à l'aise, je n'avais jamais rien vécu de vraiment anormal. Jusqu'à cette nuit-là. C'était quelques mois avant la fin de mon service. Nous devions nettoyer les tableaux électriques du navire. Pour faire ça, il fallait couper le courant sur une bonne partie du bâtiment. On faisait toujours cette opération au milieu de la nuit, quand presque tout l'équipage dormait. Seuls restaient quelques marins de garde et notre équipe d'électriciens, une trentaine à peine. Quand on coupe l'alimentation d'un circuit dans la marine, on accroche des étiquettes rouges, des danger tags, sur les disjoncteurs pour signaler que remettre le courant pourrait être fatal. Ce soir-là, un camarade et moi devions en placer plusieurs dans une salle des pompes située sous la ligne de flottaison. Le courant y était déjà coupé, donc le noir était total, à part le faisceau de nos lampes torchées. On a ouvert la trappe du hangar, descendu une échelle verticale, puis une seconde, plus courte, jusqu'à atteindre la pièce. L'air y était humide, froid, presque stagnant. On a fixé les premières étiquettes en haut, puis on a commencé à descendre l'escalier métallique qui menait au niveau inférieur. Mon ami était devant moi, et c'est là que je l'ai entendu. Un cri. Clair, perçant. Une voix de femme. Je me suis figé. Lui aussi. On s'est regardé sans rien dire pendant quelques secondes. Il a fini par murmurer. T'as entendu ça? C'était une femme, non? Je lui ai répondu machinalement, non. Et toi non plus. On a terminé notre travail en silence, les mains tremblantes, et on est remonté aussi vite qu'on a pu. En sortant dans le hangar, notre chef de quart nous attendait. On lui a demandé si elle avait entendu un cri. Elle nous a regardés, surprise. Non, rien du tout. Elle était là depuis qu'on était descendu. On a interrogé les quelques femmes de l'équipage qui étaient de service cette nuit-là. Aucune n'avait crié. Aucune n'était même passée près de cette section. Je ne suis plus jamais retourné dans cette salle des pompes. Même en plein jour, même accompagné. Je sais que ce que j'ai entendu était réel, mais je préfère ne pas chercher à savoir d'où venait cette voix, ni à qui elle appartenait. Une vieille femme un peu dérangée avait appelé en pleine nuit parce qu'elle entendait frapper à sa porte d'entrée et à celle de son garage, sans arrêt. Il était passé minuit quand je suis arrivé sur les lieux. Sa maison se trouvait au bout d'un long chemin, isolée au cœur des bois, sans voisins à plusieurs kilomètres à la ronde. Même avant de sortir de la voiture, j'avais déjà ce sentiment étrange d'être trop loin de tout, comme coupé du reste du monde. La vieille dame m'attendait sur le perron, emmitouflée dans un châle. Elle tremblait, mais pas seulement de froid. Elle répétait qu'on frappait encore, qu'on essayait de rentrer. Je n'entendais rien, juste le vent dans les arbres et les craquements du bois sous mes pas. J'ai inspecté rapidement les alentours, aucune trace, ni sur le sol humide ni sur les murs du garage. Quand je lui ai dit que tout semblait calme, elle a insisté pour que j'aille vérifier son grand cabanon derrière la maison. Elle disait que parfois, les bruits venaient de là. J'ai pris ma lampe et je me suis dirigé vers le bâtiment, une vieille structure de bois sombre un peu penchée sur le côté. La porte grinçait tellement qu'elle a couvert le bruit de mes pas. J'ai ouvert doucement et passé le faisceau de lumière à l'intérieur. J'ai d'abord cru que la pièce était vide, puis la lumière a glissé sur quelque chose d'étrange. Des formes humaines. Une vingtaine, peut-être plus. Le cabanon était rempli de grandes poupées faites à la main, 2 à 3 pieds de haut chacune, assises bien droites sur le sol ou sur des chaises, toutes tournées vers la porte. Leurs visages étaient grossièrement peints, certains souriaient, d'autres semblaient fixer l'entrée avec un air vide. Certaines avaient des cheveux faits de ficelle ou de touffes de laine, d'autres portaient des vêtements anciens, dépareillés. Je n'ai rien senti de surnaturel, mais l'atmosphère du lieu suffisait à faire monter une angoisse sourde. Le faisceau de ma lampe tremblait un peu sans que je sache si c'était à cause de ma main ou du froid. Je suis ressorti aussi calmement que possible, sans rien toucher, et j'ai dit à la vieille femme qu'il n'y avait personne dans son cabanon.
Elle m'a remercié avec un sourire fatigué et a refermé la porte derrière moi. En reprenant la route à travers la forêt, j'ai eu du mal à chasser l'image de ces poupées assises dans l'obscurité, patientes, comme si elles attendaient que quelqu'un revienne frapper à la porte. J'ai travaillé quelque temps comme infirmière légiste dans une unité fermée de l'hôpital, un service réservé aux détenus de l'État et du comté. C'était un endroit lourd, toujours tendu, mais rien ne m'avait préparé à ce qu'on a vécu avec une patiente en particulier. Une femme âgée, confuse, souvent agitée, qui répétait sans cesse qu'un démon la hantait. Elle l'appelait Tiberius. Au début, on pensait qu'il s'agissait simplement d'un délire dû à sa démence. Pourtant, à chaque fois qu'elle était hospitalisée, des choses étranges se produisaient. On entrait dans sa chambre pour les soins de routine, tout allait bien. À peine sortie, elle se mettait à hurler. On revenait en courant et on la retrouvait couverte d'ecchymoses, le visage tuméfié, la lèvre fendue, des marques sur les bras et les jambes. C'était impossible qu'elle ait pu se faire ça seule en si peu de temps. Les médecins ont fini par ordonner des contentions, pour sa sécurité. On la surveillait constamment. Malgré ça, les marques continuaient d'apparaître. Parfois, son plateau repas se retrouvait de l'autre côté de la pièce, où des objets tombaient sans qu'aucun de nous n'ait bougé. La chambre était sécurisée, verrouillée, et personne d'autre n'y avait accès. Chaque fois qu'on lui demandait ce qui s'était passé, elle répondait calmement, « C'est Tiberius. » Et c'est tout. Pas un mot de plus. Quand elle a finalement été transférée, on a tous poussé un soupir de soulagement. Mais la chambre, elle, semblait garder quelque chose d'elle. Par la suite, les urgences les plus graves tombaient toujours là, arrêt cardiaque, code bleu, incidents imprévisibles. Si un garde signalait des lumières qui clignotaient seules, c'était encore cette chambre. Avec le temps, personne ne voulait plus y travailler, même pour un simple pansement. On préférait changer les patients de place plutôt que de rouvrir cette porte. Parfois, en passant devant, j'entendais encore un léger bruit, un froissement, comme un souffle retenu dans les murs. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que, d'une manière ou d'une autre, Tiberius n'était peut-être jamais parti. Mon père a terminé sa carrière comme directeur de la sécurité incendie dans un immense asile psychiatrique d'État. Un bâtiment colossal, vieux de plusieurs décennies, avec des ailes entières condamnées depuis longtemps. À l'époque, il devait veiller à ce que tout reste conforme aux normes de sécurité, ce qui impliquait des inspections régulières, même dans les zones abandonnées. Un jour, des inspecteurs du service d'hygiène et de sécurité sont venus pour un contrôle complet. Comme toujours, mon père les a accompagnés au début, puis il leur a laissé un trousseau de clés et une lampe torche pour qu'ils puissent continuer seuls dans la partie la plus ancienne du complexe. C'était l'aile où, autrefois, on enfermait les criminels jugés fous, des meurtriers, des violeurs, des cannibales. Cet endroit, même vide, semblait respirer la violence qu'il avait contenue. L'électricité y était coupée depuis des années, et les portes d'acier séparaient encore chaque section pour éviter toute fuite à l'époque. Les inspecteurs ont commencé leur visite, mais au bout de quelques minutes, ils ont commencé à parler à la radio. Leur voix était tendue. Ils disaient qu'ils entendaient des pas, des murmures, parfois même des éclats de voix dans les couloirs. C'était impossible, aucun accès n'était ouvert, personne ne pouvait se déplacer là-bas sans clé. Mon père a essayé de les rassurer, pensant à un simple écho ou au bruit du vent dans les conduits. Puis, sans prévenir, ils ont quitté les lieux, paniqués, refusant de finir l'inspection. Ils n'ont même pas voulu revenir pour récupérer leur matériel. Mon père, lui, est resté. Il voulait vérifier les boîtiers d'alarme restants avant de fermer le bâtiment. Seul dans le couloir, il a senti cette présence qu'on ne peut pas vraiment décrire, cette impression lourde qu'on n'est plus seul. Il s'est retourné et a aperçu, au bout du couloir, une forme sombre. D'abord une simple ombre, puis quelque chose de plus net, une silhouette avec une tête, des épaules, un torse, mais pas de jambes. Là où auraient dû se trouver les yeux, il n'y avait que 2 creux noirs. Il est resté figé quelques secondes, incapable de bouger.
Puis il a fait demi-tour et s'est précipité dehors sans jamais regarder en arrière. Des années plus tard, l'asile a définitivement fermé. L'endroit a attiré les curieux, les enquêteurs du paranormal, les équipes de télévision. Ghost Adventures, Ghost Hunter, et plusieurs films d'horreur y ont été tournés. Mon père a accepté de participer à certains d'entre eux, en racontant ce qu'il avait vu. Jason, de Ghost Hunter, a même déclaré que c'était l'endroit le plus terrifiant qu'il ait jamais exploré. Et chaque fois que mon père en reparle, sa voix baisse un peu, comme s'il revivait encore ce couloir sombre, cette ombre sans jambes, et ce regard vide planté sur lui. Je suis officier de patrouille, et cette histoire n'est pas la mienne, mais celle de mon partenaire. 3 agents étaient présents cette nuit-là et tous ont confirmé les faits. Mon partenaire avait été envoyé sur un appel prioritaire pour une tentative d'effraction. Un gardien de maison, qui s'occupait aussi du chien des propriétaires, avait appelé le 911 en panique. Il disait entendre de forts bruits de coups et des pas au rez-de-chaussée alors qu'il était seul à l'étage avec l'animal, enfermé dans sa cage. Les agents sont arrivés rapidement, accompagnés d'une unité cynophile. Le chien policier a été relâché dans la maison pour une première inspection. Il a parcouru toutes les pièces, reniflant chaque couloir, avant de revenir vers la porte sans alerte, calme, que basse. Rien d'anormal. Les 3 officiers sont ensuite entrés pour vérifier eux-mêmes, lampe torche en main, pièce après pièce. Tout était vide. Pas de traces d'effraction, pas de porte forcée, pas un bruit. Ils ont rejoint le gardien dehors pour lui annoncer que la maison était sûre. Il tremblait encore, le chien dans la cage aboyait sans discontinuer. C'est à ce moment-là que les 4 ont vu la même chose. Les lourds rideaux d'une chambre à l'étage se sont ouverts d'eux-mêmes, lentement, comme si quelqu'un les avait tirés depuis l'intérieur. Les tissus se sont écartés au centre, révélant la fenêtre. Aucun souffle d'air n'aurait pu faire ça, surtout avec ce poids. Les officiers sont restés figés, se regardant sans un mot. Le gardien a alors demandé s'il pouvait l'accompagner à l'intérieur pour qu'il récupère le chien et parte dormir ailleurs. Mon partenaire lui a répondu que la maison avait déjà été vérifiée et qu'il ne retournerait pas dedans. Le gardien a insisté, mais personne n'a bougé. Finalement, il a pris son courage à 2 mains et est entré seul. Il est ressorti quelques minutes plus tard, pâle comme un linge, tenant la cage contre lui. Il n'a rien dit, mais en passant devant eux, il a murmuré d'une voix presque imperceptible. Les rideaux sont fermés à nouveau. Depuis cette nuit-là, plus personne dans l'équipe n'a voulu retourner à cette adresse, même pour un simple contrôle. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.